Eh bien, bon après-midi, bonjour. Une fois n'est pas coutume, on va même démarrer en avance. D'abord, toutes nos excuses pour celles et ceux que vous connaissez qui n'ont pas pu rentrer, puisque je crois qu'on m'a dit à peu près 300 personnes qui n'ont pas pu rentrer. Si on avait pu changer de salle, on l'aurait fait. Ça, c'est l'avant-propos. Au nom du groupe Les Échos, on est très heureux de vous accueillir et de vous recevoir, de votre fidélité aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient venus l'année dernière. C'est la 2e édition du Salon des entrepreneurs Nantes Grand Ouest. C'est important, ça s'installe. Nous, ça nous met du baume au cœur de voir qu'il y a autant de monde depuis hier matin. Je parle sous le contrôle de Jean-Claude Vollot, qui ne m'écoute pas, mais c'est pas grave, du président de la PCE qui est là. Il y a un chiffre absolument magique qui va tomber au début janvier, c'est 500 000, plus d'un demi-million de nouveaux créateurs d'entreprises cette année. Alors on est bien d'accord, ça fera un peu l'objet aussi peut-être de ce débat aujourd'hui. L'auto-entrepreneur, et vous êtes là pour ça, change un petit peu tous les chiffres. On est perturbé, les vrais entrepreneurs, les vrais faux, les faux vrais, etc. Peu importe, à la limite, il est en train de se passer une lame de fond très intéressante dans ce pays. Voilà, moi j'ai dit que je ferais très court. Je remercie vraiment tous les partenaires, je le dis depuis hier, Chambre de commerce, Chambre de métier, région, Nantes Métropole, la Carène, etc. et tous les exposants, parce que vous savez que ce salon est gratuit et que sans tous ces partenaires, il y aurait juste pas de salon. Donc c'est quand même grâce à eux que ce salon des entrepreneurs existe. On a la chance d'avoir là un super plateau. Gendron, le patron des chambres de commerce, patron de la chambre de métier. On a Ciel, un opérateur privé mais très actif sur l'auto-entrepreneur. Et puis les pairs, entre guillemets, ou en tout cas François Hurel, juste à gauche de madame, qui est le père un peu du statut du régime de l'auto-entrepreneur. Jean-Claude Vollot, le président de l'Agence pour la création d'entreprises. On a eu un débat un tout petit peu mouvementé il y a 10 minutes, un quart d'heure sur un autre sujet, mais qui a mis un petit peu d'ambiance. Donc je vous souhaite d'avoir un débat tout aussi animé maintenant. On est là pour vraiment parler de vos problématiques de facturation, d'inscription, de développement de business, de clients, de plein de choses. Et pour coordonner tout ce débat, le très grand Arnaud Le Gall, le patron de la rédaction de l'entreprise, à qui je passe le micro. Merci de votre confiance, de votre fidélité, et à très bientôt. Merci beaucoup Xavier. Merci mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux. Voilà votre participation est la preuve effectivement de l'ampleur historique du phénomène dont on va parler cet après-midi. C'est une vague que l'on a vu monter dès le début de l'année, un petit souvenir que nous partageons avec Xavier et avec toute l'équipe d'organisation du salon. C'était au Salon des entrepreneurs de Paris en février dernier. C'était Christine Lagarde, qui n'est pourtant pas vraiment familière des grands élans d'enthousiasme, qui sur le plateau du Salon des auto-entrepreneurs disait que le plafond qui avait été initialement fixé pour ces auto-entrepreneurs, c'est-à-dire 200 000 la première année, Madame Lagarde, donc avec toute la réserve que l'on lui connaît, disait on va l'exploser ce plafond. Effectivement, les 200 000 entrepreneurs, on y était les 200 000 auto-entrepreneurs, on en était là au sortir de l'été. On sera aux alentours de 300 000. On est face à un phénomène totalement inattendu, quoique, parce que le coût politique qu'il y a derrière cela et la dimension symbolique de cette innovation, on était un certain nombre à le percevoir relativement tôt, parce que c'était un changement qui touchait à des choses essentielles, ça touchait à quelque chose qui était attendu depuis longtemps, c'était la capacité peut-être à simplifier le fait de franchir le pas. Et ça changeait le rapport au risque entrepreneurial, au fait de pouvoir se dire, finalement, c'est peut-être pas si simple d'aller tester mon projet en grandeur nature. Ça faisait en sorte peut-être qu'un certain nombre de personnes puissent se dire, non pas il y a des risques à entreprendre, mais je vais essayer de saisir ma chance. Donc une approche peut-être un peu plus anglo-saxonne. Et ça fait que, voilà, vous êtes nombreux dans cette salle peut-être à avoir franchi le pas ou à y songer, à vous dire, pourquoi pas vous? Et on va essayer de voir aujourd'hui comment ça se passe en vrai, ce qu'il y a derrière ce statut. On va le voir avec des grands spécialistes de ces questions. On va le voir également avec un temps de témoignage et qui sera intense, vous verrez, avec 4 auto-entrepreneurs. Notre débat, il y a des vrais morceaux d'entrepreneurs dedans, et donc on a envie effectivement de les écouter pour qu'ils puissent vous faire partager leur expérience, et on verra également les questions qui peuvent se poser en termes de prolongement, d'évolution de ce statut, parce qu'on en est encore à l'an 1, il y aura un an 2, et on espère effectivement de grandes années d'entrepreneuriat grâce à ce statut.
Alors le premier des experts vers lequel on va se tourner, c'est François Hurel, parce que ce régime, l'auto-entrepreneur, il a un père politique qui s'appelle Hervé Novelli, mais il a un père spirituel qui est l'auteur du rapport consacré à cette thématique de l'auto-entrepreneuriat et qui est devenu depuis le président de l'Union des auto-entrepreneurs, qui fédère justement ce mouvement. Alors François, peut-être pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas et qui se posent la question, mais au fait, ça marche vraiment comment? Si vous deviez retenir 3-4 points, justement, qui illustrent cette simplification qu'induit le régime de l'auto-entrepreneur, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Bonjour et merci d'abord. Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Les 4 points forts. Le régime de l'auto-entrepreneur, c'est enfin la reconnaissance du fait que l'on peut devenir entrepreneur en même temps que l'on est autre chose. C'est-à-dire que c'est la reconnaissance que l'on peut être un salarié auto-entrepreneur, un retraité auto-entrepreneur, un étudiant auto-entrepreneur, bref, tout, quel que soit son revenu, quelle que soit son activité, quelle que soit sa situation, on peut être tout cela et auto-entrepreneur. Donc c'est la reconnaissance de ce que les anglo-saxons appellent la polyactivité, enfin je le traduis en français, la polyactivité, c'est-à-dire la capacité d'avoir plusieurs statuts à la fois. Première chose, c'était extrêmement compliqué en France, c'est aujourd'hui chose faite, on peut le faire, c'est très simple. Deuxième élément fort, c'est le fait que ça soit extraordinairement simplifié. C'est-à-dire que pour créer son activité d'auto-entrepreneur, d'abord on peut le faire à n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit, puisqu'on peut le faire sur un outil Internet. C'est aller en gros 10 questions, 10 minutes. Il y en a 9 sur l'état civil, une sur votre activité et une sur votre situation actuelle. Franchement, faire plus simple, on ne peut pas faire. Je ne vois pas ce que l'on peut imaginer. Il n'y a pas de pièce justificative, il n'y a rien de tout ça. Et puis ça donne lieu à une inscription, pas une immatriculation. Adieu la complexité administrative qui dure, adieu les papiers qu'on vous envoie le lendemain, le surlendemain, bref, votre boîte aux lettres qui dégorge de demandes toutes plus interrogatives les unes que les autres. Bref, l'auto-entrepreneur, c'est très simple. Et puis troisièmement, il y a 2 choses qui sont essentielles. C'est une simplification du mode de gestion, c'est-à-dire qu'une fois par trimestre actuellement, une fois par mois bientôt, et puis quand vous le souhaiterez très prochainement, je l'espère, eh bien, vous additionnez votre chiffre d'affaires, vous multipliez par le taux de charge fiscale et sociale que l'on vous a attribué parce que vous avez déclaré telle ou telle activité, et puis vous joignez un chèque. C'est-à-dire que nous avons fabriqué à la fois le prélèvement libératoire et à la fois le collecteur unique. Et voilà la réforme. Mais, en faisant ça, on a inventé quelque chose qui était essentiel pour moi pour justement permettre à toutes celles et ceux qui veulent créer une activité, eh bien, c'est que si ça marche pas, vous ne payez pas. Il ne se passe rien. On ne vous demande rien. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes maître de votre situation. Vous gagnez des sous, tant mieux, vous payez des charges. C'est un peu normal. Vous n'en gagnez pas parce que ça ne marche pas. Il ne se passe rien. Il y a risque zéro. Donc, c'est la capacité de créer en plus et sans risque. Franchement, faire plus simple, on ne peut pas. Effectivement, on touche là une dimension symbolique, François. Il y a un changement symbolique qui est que, comme vous le disiez, tant que vous n'avez pas encaissé votre première facture, vous n'avez rien à payer. Alors qu'auparavant, on sait très bien que parmi ceux qui pouvaient songer à créer leur entreprise, le fait de devoir commencer à quitter des charges avant même peut-être d'avoir eu une première commande, une première facturation réelle, était quelque chose qui faisait reculer l'échéance bien souvent. Puis oui, il y avait évidemment ça. Et puis il y avait surtout un système qui était pour l'entrepreneur individuel, c'est-à-dire les auto-entrepreneurs, un système qui était diaboliquement complexe parce qu'il crée un décalage dans le temps. Pour faire simple, on acquittait ses premières cotisations, certes dans le trimestre qui suivait le début de son activité, mais alors ça donnait lieu à des régularisations au cours de la deuxième année. Et quand on s'arrêtait, et j'ai vécu cette expérience à titre personnel, on payait ses dernières charges sociales et fiscales 23 mois après avoir effectivement arrêté. Moi, je m'en souvenais même plus de ce que Moi, je m'en souviens encore pour l'avoir vécu. Bon, par contre, je me souvenais de la complexité, et celle-là, je m'en souviens. Et donc, le maître mot, c'est simplifier, rendre souple le dispositif et se départir de toute complexité administrative qui dure. C'est ça qui est extraordinairement révolutionnaire. Et je dois rendre hommage à Hervé Novelli d'avoir la pugnacité à la fois de convaincre et à la fois de faire passer un ensemble de réformes parce que c'était pas gagné. Moi, la première fois que j'ai rendu mon rapport, et au préalable, j'avais rencontré quelques administrations, vous savez, on appelle ça les administrations centrales,
J'avais été en fait à Bercy, on m'a expliqué, mais vous n'y pensez pas. Vous ne pensez pas faire un prélèvement libératoire sur un revenu d'activité. On n'a jamais fait ça. Eh bien si, on l'a fait et ça marche. Ça marche parce que 300 000 Français le font maintenant et que ça fonctionne très très bien et que c'est un réel plébiscite au-delà d'être une réforme économique. C'est désormais une réforme de société. Une réforme on a culturelle. inscrit cette réforme dans une réforme culturelle. C'est un mouvement extrêmement fort et je suis très fier de l'avoir initié avec Hervé Novelli. Alors, Jean-Claude Vaulot, de votre poste d'observation quand même très très particulier, très très privilégié, qui est effectivement la présidence de l'Agence pour la création d'entreprises, vous confirmez effectivement ce que l'on évoque là, c'est-à-dire le caractère massif, le caractère effectivement de basculement symbolique, culturel qui s'est opéré cette année ? Vous savez, il y a quelque chose qui nous étonnait beaucoup à la PCE et ailleurs, n'est-ce pas, François, toi qui as dirigé la PCE, c'était que par rapport aux pays qui sont comme la France, de la taille de la France, ou même plus grands en faisant évidemment des rapports, on se rendait compte qu'il y avait une grosse anomalie. La France, il y a encore quelques années, malgré la croissance de la création d'entreprises, était autour d'un stock d'entreprises de 2 500 000, 2 600 000 entreprises. Les Anglais étaient à 4 800 000, les Italiens à 4 300 000, en équivalent les Américains autour de 5 millions. Je disais, mais pourquoi la France? Est-ce que les Français sont moins créatifs que les autres? Pourquoi les Français ne créeraient pas autant que les autres? Et donc il y avait un vrai problème. Alors on est allé étudier à quelques-uns le système américain, la SBA, tout le monde en France en parle et en Europe, mais je crois qu'il y a c'est le Small Business Act. Voilà. Pas beaucoup qui sont allés aux États-Unis pour le découvrir. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait évidemment ce manque dans l'ensemble des dispositifs. Vous connaissez tous les SA et les SARL, les EURL. On voit bien que pas à pas, au fil d'ailleurs des 2 dernières décennies, on a simplifié les statuts pas à pas de toutes ces formes d'entreprise. Et puis il manquait ce pavé-là qui était là. Ce pavé d'ailleurs que les anglo-saxons, vous le savez sans doute beaucoup d'entre vous, s'appelle le self-employment, l'auto-emploi. Vous voyez que nous, on a traduit par ce mot parce qu'on est plus ambitieux d'auto-entrepreneurs. Et pour nous, ce sont des gens qui ont évidemment des natures d'entrepreneurs, plus des natures de gens qui créent leur emploi. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'a fait Hervé Novelli? Mais c'est vrai, après un rapport remarquable qui a été fait par François Hurel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis ça, malgré toutes les réticences. Il n'y avait pas des réticences, il y en avait dans l'administration, mais il y avait des réticences politiques terribles. Il y en avait dans les syndicats, je dois dire, salariés, qui disaient que c'était une déformation du droit du travail, ce qui est une monstruosité. La meilleure preuve, c'est que Maria Novak, qui est la grande dame de l'économie sociale, tout de suite, évidemment, elle nous a même avoué qu'il y a 20 ans qu'elle demandait des statuts identiques. Donc il y avait un vrai besoin, quelle que soit, en fait, la nature de l'économie que l'on pratique, il y avait un vrai besoin pour ce statut, c'est libéré. Alors, pour nous rassurer, nous les Français, qui sommes tout autant créatifs que les autres, soyez bien sûrs, c'est qu'actuellement on est sur un rythme de 500 000, on va dépasser 500 000, que le flux... 500 000 créations d'entreprises dans cette année, que notre flux devient 2009. équivalent au flux des autres, bien entendu, qu'il y avait quelque chose à libérer, et notre stock est en train de monter puisqu'il est en train de dépasser 3 millions d'entreprises, et que vous verrez dans les 5 à 10 années qui viennent que notre stock d'entreprises, évidemment, se mettra au niveau de celui des autres parce que les Français sont tout aussi créatifs que les autres. 500 000, c'est un cap énorme. Je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, quand je suis arrivé à la tête de ce magazine, on était à 170 000 par an. Voilà. C'est vous dire si la progression s'est faite. Voilà. Donc, en ce qui concerne, puisque vous avez un poste, encore une fois, d'observation tout à fait privilégié, qu'est-ce qui remonte du terrain? Est-ce que tous les secteurs d'activité sont concernés? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'il faut retenir avant peut-être de rentrer dans les détails avec nos amis qui font de l'accompagnement? Oui, il y a des choses à retenir, c'est que c'est pas facile. Parce qu'il n'y a pas simplement la simplification que François vous a exprimée, mais il y a aussi qu'il y a derrière tout ça des caisses de retraite, des caisses d'assurance sociale. Il y a tout un ensemble d'organismes, évidemment, qui ont leur mot à dire dans tout ça. Et il manque aujourd'hui des fractions d'entrepreneurs ou d'auto-entrepreneurs que nous avons, nous, avec Hervé Novelli, toutes ces équipes, à gagner les uns après les autres. Je donne un exemple, le monde agricole. Sachez que si vous tondez une pelouse, même en ville, ou si vous taillez une haie, vous êtes en fait du monde agricole. C'est les mutualités sociales agricoles qui en fait vont gérer toutes les parties de vos cotisations sociales. Eh bien, il a été nécessaire de négocier de façon extrêmement précise et dure avec ces gens-là, de façon dure, j'exagère, mais de façon très ferme, pour que les gens du monde rural puissent, exerçant ce type d'activité, puissent accéder à ce régime. Ce n'est pas encore fait. Ça va bientôt être fait. D'ailleurs, je profite pour taquiner mes 2 collègues des chambres de métiers et des chambres de commerce, parce qu'aujourd'hui, on va leur passer la parole. Ils représentent quelques milliers de salariés en France, beaucoup plus que ça. J'ai 10, 20 000, combien au total? 20 000 40 000. Et à ce jour, les salariés des chambres de commerce ne sont pas encore auto-entrepreneurs.
Donc vous voyez que ce n'est pas facile. Ce ne sont pas nous qui faisons les lois. Donc nous allons devoir... Donc on fera remonter tout ça à Hervé Novelli, on attendra l'année prochaine, effectivement, Mon pour collègue revenir sur le Jean-François, sujet. Nous allons avoir... Oui, c'est pas facile, c'est pas simple. Ce qu'a fait d'abord le ministre, c'est de permettre une grande masse des gens qui sont plutôt liés, en fait, aux URSSAF, de pouvoir y accéder. Mais ensuite, il y a des extensions à faire. C'est un énorme travail parce que c'est une plomberie, on va dire, énormément de tuyaux raccordés de tous les côtés, et c'est complexe. Mais on le fait. Alors Jean-François Gendron, justement, on pourrait se dire comment est-ce que les entreprises, on va dire, un peu plus traditionnelles, ont accueilli ce changement? Comment est-ce que vous avez vu arriver cette réforme qui bousculait quand même beaucoup de choses? Écoutez, les chambres, qu'elles soient de métier ou de commerce ou d'industrie ou de service, sont des acteurs du développement économique du territoire et au service des entreprises du territoire, quelle que soit la taille des entreprises. Donc, nous avons plutôt acté le fait que l'auto-entrepreneur arrivait et nous avons, dès le départ, commencé à regarder comment nous allions pouvoir accompagner les auto-entrepreneurs. Puisque quelques chiffres, ou quelques éléments de notre enquête. Oui, parce que vous avez réalisé une étude. Vous êtes deux à cette table à avoir réalisé une étude, vous et Florence Néraud, la directrice générale de Ciel. Donc on a envie effectivement de vous entendre à partir de vos observatoires. Sans aller sur les plates-bandes de l'autre enquête, mais 2/3 des auto-entrepreneurs ne l'auraient pas fait s'il n'y avait pas eu cette facilité nouvelle dont on vient de nous parler. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et surtout, et c'est ce qui m'intéresse le plus de la moitié des auto-entrepreneurs veulent aller plus loin. Et ça, c'est formidable, parce que ça va contribuer à créer une richesse économique pour nos territoires, à partir du moment où on a des auto-entrepreneurs qui deviennent, si je puis m'exprimer ainsi, des entreprises normales. Mais il est évident que ça ne se fait pas tout seul, qu'il faut avoir un projet et qu'il faut être accompagné. Et là aussi, on voit que la moitié des auto-entrepreneurs avouent aujourd'hui manquer d'accompagnement. Donc là, il y a un énorme travail, et c'est ce que nous allons essayer de faire, mais j'en reparlerai, je pense, tout à l'heure. Oui, on reviendra bien sûr sur ces questions d'accompagnement et d'accompagnement de la montée en puissance, effectivement, de ces... que le reste. Moi, j'aimerais, est-ce qu'on pourrait éclairer la salle et poser une question à la salle, c'est-à-dire combien y a-t-il dans cette salle, parce qu'elle est pleine, d'auto-entrepreneurs déjà déclarés? Oui, donc pas tant que ça. Et si vous êtes dans cette salle, est-ce que c'est parce que vous êtes intéressé, parce que vous avez envie d'être auto-entrepreneur? Qui a envie d'être auto-entrepreneur? Voilà, c'est QFD. Sympa. Voilà, bravo. Donc il faut que nous soyons pragmatiques pour tous les gens qui sont dans la salle. Merci Jean-François Gendron. La prochaine fois, vous prendrez ma place, parce que vous êtes décidément très doué pour l'animation. Jean-Claude Choquet, à propos justement de ces questions d'accompagnement, je crois que c'est aussi un sujet qui vous est cher. On sait que du côté des chambres de métiers, pour être un peu caricatural, mais les journalistes aiment bien l'être, au départ, ça a un petit peu coincé. Celle de la chambre de métiers que vous représentez a été plutôt en pointe en ce qui concerne par contre l'accueil plutôt positif des auto-entrepreneurs, mais avec un vrai souci, c'est-à-dire comment les aider à monter en puissance, justement. Alors, votre vision du réseau des chambres de métiers est un peu réducteur. Je l'avais assumé. Hein. Dans la mesure où les chambres de métiers ont depuis longtemps demandé la simplification. Alors, la simplification, oui, mais alors pourquoi uniquement pour les auto-entrepreneurs et pas pour l'ensemble des entreprises de petite taille? Ça, c'est une véritable question auquel le gouvernement n'a pas osé aller assez loin, parce que nous l'avions demandé. Donc ça, c'est une réalité. Auto-entrepreneur, c'est une bonne idée si, effectivement, ça remet l'esprit d'entreprendre, la valeur du travail au centre du débat. Ça, c'est une bonne idée. C'est une mauvaise idée si ça crée des entreprises fragiles et précaires. Donc ça, c'est effectivement sur quoi nous, dès le début, nous avons voulu nous engager. Au niveau des Pays de la Loire, nous avons organisé depuis le début plus de 50 journées spécialisées sur l'auto-entrepreneur et nous avons accueilli plus de 700 porteurs de projets. Parce qu'un auto-entrepreneur, c'est un entrepreneur. Ça, je crois qu'il faut le conserver. Il a les mêmes devoirs, les mêmes règles que l'auto-entrepreneur en matière d'assurance, en matière de contraintes de marché, en matière de respect des normes. Et pour ce faire, il me semble qu'aujourd'hui, toutes les garanties ne sont pas apportées aux consommateurs parce que le seul qui a à décider au bout du compte, c'est la qualité de service offerte aux consommateurs. François Hurel, par rapport à ce que vient de dire notre ami des chambres de métiers.
Je réagirai sur deux points. D'abord, pour m'enthousiasmer, effectivement, de voir autant de monde avoir la volonté de devenir auto-entrepreneur, c'est la démonstration de ce bouillonnement sociétal que l'on évoquait en introduction. Répondre juste à 2 points. Les chiffres sont constants et ils montrent que, enquête après enquête, 60% ou 55% des auto-entrepreneurs veulent devenir des entrepreneurs. C'est donc la preuve qu'il faut justement créer ce mécanisme malin qui va permettre à tous ceux qui ont envie de faire quelque chose d'être bien accueillis, d'être reçus, d'être accompagnés, d'être associés au monde réel de l'entreprise. Et moi, je me félicite que, dans le cadre de l'Union des auto-entrepreneurs, on ait engagé un partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie, avec les experts comptables, pour justement essayer de créer cet accompagnement. Il est indispensable. Deuxièmement, nous avons également essayé de bancariser et de permettre et d'offrir des outils d'assurance à tous ceux qui sont des auto-entrepreneurs et qui débutent. Bref, on a essayé d'anticiper vos réponses à vos interrogations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut répondre à une dernière interrogation, une certaine inquiétude du monde des artisans qui imagine que l'auto-entrepreneur est quelqu'un qui ne va pas respecter le droit commun ou qui n'est pas incité à respecter le droit commun, notamment de la qualification préalable à certaines activités. Je le dis, je le répète, c'est très clair, le ministre est extrêmement clair dessus. L'auto-entrepreneur est un régime social et fiscal, c'est un régime qui ne remet pas en cause le système de la qualification préalable sur un certain nombre d'activités. C'est indispensable de le dire et de le répéter. Il viendrait à l'idée de personne, je pense, d'exercer la médecine en étant auto-entrepreneur et sans être médecin. Il ne doit pas y venir à l'idée non plus de quiconque de devenir plombier et de tripoter la chaudière au gaz de son voisin s'il n'est pas plombier qualifié. Ça me paraît normal. Donc c'est vrai que l'auto-entrepreneur, et les chiffres, là encore, sont constants, on s'aperçoit que 85% d'entre eux font des activités qui sont parfaitement du domaine de leurs compétences. Les 15% qui exercent des activités artisanales bénéficient manifestement ou des qualifications préalables, ou de la valorisation des acquis de l'expérience. Donc c'est plutôt bien, ça s'organise bien, et merci en tout cas de tous les efforts que vous faites pour accompagner, pour recevoir, pour indiquer le bon chemin à tous ces auto-entrepreneurs qui deviendront, j'en suis sûr, demain des entrepreneurs. Jean-François Gendreau, une réaction rapide, allez-y. Non, juste pour compléter, il faut savoir que 8 auto-entrepreneurs sur 10 aujourd'hui ont réalisé moins de 5 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est pas, alors c'est bien ou c'est pas bien, on peut le prendre de différentes manières, mais ça montre que les règles sont les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut un marché, des clients et de la marge. Donc c'est pas le produit miracle. Et il faut aussi un petit peu tempérer peut-être les enthousiasmes de notre gouvernement sur ce magnifique produit. Jean-Claude Vollot, rapidement, et ensuite, vous venez vers Florence Merlin. Sur les métiers dits protégés, les métiers où il est nécessaire d'avoir une formation préalable, le souci de nos amis des chambres de métiers. Lorsque vous avez sur le site qui vous permet de vous enregistrer, vous verrez que la loi de 96 est bien rapportée sur les métiers spécifiques, notamment les métiers de bouche et tous ces métiers sur lesquels il est nécessaire d'avoir une qualification. Donc n'allez jamais ne devenez pas auto-entrepreneur si vous n'avez pas, sur ces métiers-là, si vous n'avez pas une formation préalable. Les chambres de métiers sont là pour vous les apporter. Concernant les revenus, Jean-François, on est dans la phase de montée actuellement. Il est sûr que dans 2 ans, 3 ans, on pourra avoir des analyses sur les gens inscrits depuis 1 an ou 2 ans. Et lorsque l'on voit comment les enregistrements de revenus sur ceux qui ont 3 trimestres d'existence, 2 trimestres d'existence et 1 trimestre d'existence, comment on voit la progression, c'est très encourageant. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que les 50%, les plus de moitié qui désirent devenir prendre des statuts d'entreprise type URL ou autre, eh bien, on voit rapidement que ces gens atteindront les 32 000 et les 80 000 € suivant les cas de chiffre d'affaires. Et donc, ça donne évidemment des perspectives tout à fait intéressantes. Jean-Claude Choquet et ensuite François. Juste, effectivement, la règle de la qualification existe pour l'exercice des métiers. Sauf que si la loi est parue donc, du temps de Jean-Pierre Raffarin, il se trouve qu'à aujourd'hui encore, aucun, et même les chambres de métiers, n'ont pouvoir de vérifier la qualification préalable à l'installation. Sauf si un accident. Mais qui est responsable dans ce cas de figure ? Monsieur le Président, ça sera corrigé, puisque je crois que le ministre s'y est engagé et qu'à l'occasion d'un groupe de travail, j'avais relevé dans mon rapport ce défaut. Alors,
connaissant un peu le texte de Jean-Pierre Raffarin, je l'avais d'autant plus relevé, c'est qu'effectivement, personne ne vérifiait la qualification. Et je pense que c'est très important que les chambres de métiers puissent le faire. Hervé Novelli a clairement, effectivement, pris des rendez-vous sur ce sujet à plusieurs reprises et dans des débats comme celui-ci. Je réponds sur les revenus. L'auto-entrepreneur, c'est aussi inscrit dans mon rapport, il avait pour objectif d'être, pour la plupart du temps, cumulatif avec un autre revenu. Son objectif était de permettre à tout un chacun de multiplier par 2 le revenu moyen des Français. Le revenu moyen des Français, il est de 1,4 SMIC avant redistribution sociale. 1,4 SMIC, c'est exactement le montant d'un revenu mensuel d'un auto-entrepreneur qui, quelle que soit l'activité ou commerce ou service, réalise le plafond du chiffre d'affaires, c'est-à-dire 32 000 ou 80 000. Ça revient, toute charge payée, à environ 1,3 SMIC, 1,4 SMIC. L'idée, c'était de multiplier le pouvoir d'achat des Français. Je trouve que c'est et même avec les 5 000 € des premiers déclarants, ceux de la première génération, on voit même qu'ils ont déjà dépassé ce cap. Et je trouve ça extrêmement encourageant. Alors, Florence Méraud, justement, vous les avez observés, vous les avez écoutés de près, ces auto-entrepreneurs. Alors, certains peut-être s'étonneront de voir la directrice générale de Ciel, donc venir du monde de l'informatique, à cette tribune, mais c'est parce que vous avez justement vu cette vague monter très tôt, vous les avez accompagnés, vous avez proposé aux auto-entrepreneurs un logiciel très spécialisé, téléchargeable gratuitement. Je crois qu'il reflète également le succès. Vous êtes à combien de téléchargements ? Alors en effet, depuis début mars, nous proposons en téléchargement gratuit sur le site ciel.com un logiciel spécialement conçu pour les auto-entrepreneurs, que nous avons conçu d'ailleurs avec la PCE, et nous avons passé la barre des 95 000 téléchargements sur ce produit, ce qui est quand même une preuve de réelle activité, puisque quand on télécharge un produit de gestion, quand on s'occupe de ces bonnes pratiques de gestion, c'est qu'on est dans un rythme d'activité et de construction et de développement de son activité commerciale. Alors on a fait un baromètre tout début octobre, donc c'est une des premières photos qui permet de savoir comment se comportent les auto-entrepreneurs depuis 9 mois après le lancement. Donc en effet, comme le disait Monsieur Gendron, et les études sont tout à fait similaires dans les résultats, un peu plus de 60% des auto-entrepreneurs ne se seraient pas lancés s'il n'y avait pas eu ce régime. Donc je crois que très clairement ce régime joue son rôle, il fonctionne bien. 98% d'entre eux nous disent je referais le même choix si c'était à refaire avec ce régime, et en plus je le recommande autour de moi. Donc très clairement, le régime de l'auto-entrepreneur aujourd'hui, c'est une très bonne initiative qui permet de libérer la soif d'entreprendre, la volonté d'entreprendre en France, et ça fonctionne. Alors, malgré ça, on voit qu'il y a quand même 2 catégories, et je pense que dans la salle, vous êtes assez représentatifs. Il y a, comme le disait Monsieur Hurel, sur la base de l'origine de ce projet, il y a ceux qui cherchent un complément de revenus. Ça, c'est le premier profil. En gros, ce sont des gens qui ont un statut des auto-entrepreneurs. Tout en étant vous êtes salarié, vous êtes retraité, vous êtes entreprenant, mais vous êtes peut-être pas entrepreneur. Vous êtes entreprenant, vous voulez compléter votre activité existante, et ça, c'est la première population que nous avons parmi les auto-entrepreneurs. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont un vrai projet de création d'entreprise et qui, en fait, utilisent ce régime pour démarrer, pour s'amorcer, parce qu'il est beaucoup plus simple administrativement, il est beaucoup moins risqué peut-être que la création en régime traditionnel, il permet de rester salarié, donc de limiter les risques et de ne peut-être pas basculer dans la création d'entreprise tout de suite. Et donc, à ce titre, c'est la bonne surprise du régime des auto-entrepreneurs, et c'est ce que nous, on voit beaucoup plus que ce que l'on attendait dans tous les auto-entrepreneurs qui téléchargent nos produits, c'est la façon dont ce régime permet d'amorcer son activité, de tester son idée, d'affiner son projet, de professionnaliser son projet et d'être sur un parcours qui va peut-être durer 6 mois, 1 an et demi, pour établir un projet d'entreprise stable et solide, avec bien évidemment une perspective, mais je crois qu'on en reparlera après, qui est comment ensuite, une fois qu'on a atteint ce fameux plafond ou qu'on veut donner un autre élan à son activité, on bascule vers la création d'entreprises traditionnelles en régime EURL ou SARL. Et dans ce cheminement, et juste pour finir, on voit en effet que le principal obstacle que vous rencontrez ou que vous rencontrerez demain, c'est trouver des clients pour développer votre chiffre d'affaires. Et c'est là que le sujet de l'accompagnement est essentiel. Il y a énormément de réseaux d'accompagnement et malgré tout, on constate que vous allez assez peu les voir. Et pourtant, vous trouvez au sein de ces réseaux d'accompagnement des professionnels qui sont en mesure de vous aider pour construire votre projet et trouver les bonnes clés pour
vendre vos produits et vos services. Donc allez les voir parce que c'est eux qui vous permettront de développer, faire monter en puissance votre projet d'activité commerciale. Merci pour cette synthèse effectivement de votre étude et merci pour la transition. Décidément, j'ai rien à faire en animation cet après-midi, parce qu'effectivement, ça nous tend tout de suite la perche et ça tend la perche en particulier à nos témoins auto-entrepreneurs qui vont venir effectivement nous faire partager leur expérience, nous raconter comment est-ce qu'ils ont choisi, utilisé ce régime pour amorcer leur activité. Les profils qui sont réunis cet après-midi sont plutôt effectivement dans cette catégorie. J'invite donc à nous rejoindre sur cette scène et à s'installer là-bas. Donc Yveline Adé, dont l'activité s'appelle Buffet Brunch. Caroline Blouet de Polyvalente. Vous pouvez les applaudir, effectivement, ce sont les pionniers. Noël Corlet de Co-Design. Et Thomas de Montgolfier de Vidalise. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Et Jean-Claude allait dire, pour une fois, ça ne manque pas de femmes, c'est ça? Arnaud, on se plaint qu'il n'y a que 25% des femmes qui créent des entreprises. Je me sentais un peu seule. Mais dans le statut d'auto-entrepreneur, il y a plus de 50% des femmes qui deviennent auto-entrepreneurs. Donc on se rend compte aussi que les Français ne manquaient pas de talent pour entreprendre, mais que les femmes n'en manquent pas du tout, contrairement à ce que les chiffres nous disent jusqu'à maintenant. Voilà, mais peut-être effectivement que l'élément de simplification des démarches du statut a là aussi fait sauter un certain nombre de verrous parmi ces velléités d'entreprendre qu'avaient bon nombre de nos concitoyennes. On va commencer avec vous, justement, mesdames. Peut-être avec vous, Noël Corlet, puisque vous avez lancé Co-Design. Votre activité, c'est du design d'espace, de conseil en décoration. Vous pouvez nous en dire deux mots? En fin de compte, quel est votre métier? Quel est votre projet? Qu'est-ce que vous vendez? Alors, j'interviens lorsque les personnes ont un projet d'aménagement intérieur. Je vais leur refaire ce projet en 3D et en images de synthèse, de façon à ce qu'ils visualisent parfaitement leurs futurs aménagements. C'est avant qu'ils fassent venir Valérie Damido, c'est ça? Donc, alors, qu'est-ce qui vous a amené à franchir ce pas? Alors, lorsqu'on a discuté un peu préalablement à ce débat, vous aviez un autre métier, vous avez fait une école de commerce, vous avez travaillé dans le marketing, dans différents groupes privés et publics. Vous avez aussi, vous étiez une maman, vous avez eu, je crois, un troisième enfant, et c'est là où vous avez commencé à vous poser la question, est-ce que je vais réorienter mon activité? C'est bien ça? En fait, j'avais un vieux rêve, une passion qui était effectivement la décoration. Et arrivé à 35 ans, je me suis dit, bon, il me reste quand même quelques années à travailler, une trentaine. Je vous le confirme. Donc je me suis dit, si j'y vais pas maintenant, j'irai jamais. D'où un bilan de compétences, l'arrivée de mon troisième garçon qui a aussi accéléré les choses, puisque j'ai trouvé que les horaires en entreprise n'étaient pas forcément assez souples pour ensuite avoir 3 enfants à la maison. Donc c'est à partir de là où vraiment ma réflexion a avancé. Je me suis donné une année avec mon petit dernier et puis voilà, le statut d'auto-entrepreneur est arrivé et je me suis vraiment dit, c'est vrai que je connaissais pas mon marché pour ce qui était de la décoration, puisque c'est aussi une reconversion en ce qui me concerne. Je partais du marketing, j'allais vers la décoration et l'aménagement intérieur, donc je connaissais peu mon marché en réalité et je me suis dit, c'est vraiment l'opportunité d'aller tester ce marché et d'aller voir si mon projet est réellement viable. Oui, parce qu'en fait, je crois que le projet, vous le portiez depuis déjà 3 ans avant de franchir le pas. Est-ce qu'on peut dire que peut-être aussi vous y alliez très très piano, vous reculiez un petit peu l'échéance parce qu'avant c'était un petit peu compliqué, vous disiez il y a des risques? Tout à fait. Tout à fait. Et par contre, l'arrivée du régime a fait que là, il était beaucoup plus simple d'aller y voir, quoi, et de tenter sa chance. Écoutez, je suis allée à la première réunion, une des premières réunions organisées par les chambres de commerce le 20 janvier. Donc merci au service de Jean-François Gendron, ça va lui faire très plaisir. Voilà, merci à la Maison de la Création également. C'est vrai que l'information était complète. Je me suis donné un petit mois de réflexion et je me suis inscrite en mars. Donc, comme on le sait, très rapidement et très facilement. Alors justement, parce que cette facilité, on la met beaucoup en avant. François Hurel rappelait que ça faisait partie du code génétique, en fin de compte, de ce nouveau régime. Mais comment ça se passe en vrai? C'est-à-dire, vous avez fait ça comment? Parce que pour tous les gens, effectivement, qui sont des candidats à la création d'activités, qui sont dans la salle et qui sont peut-être allés voir sur le site, mais qui ne sont pas encore inscrits, ça marche comment? Alors, il faut à peu près 10 minutes montre en main pour s'inscrire sur le site. Donc c'est vraiment simple, d'accord. C'est extrêmement simple, tout le monde peut le faire. En ce qui me concerne, moi je suis retournée aux URSSAF ensuite, donc on a quand même rempli un papier aux URSSAF parce que j'avais un petit doute sur le libellé de l'appellation que je devais prendre. Mais voilà, ça s'est fait vraiment très rapidement. Et ensuite, il faut combien de temps pour avoir un numéro et pouvoir éventuellement établir sa première facture? De mémoire, j'ai dû avoir mon numéro dans les 15 jours qui ont suivi, vraiment rapidement, oui. Et vous, mesdames, ça a été le cas pour vous aussi, Yveline Adé, je vous voyais effectivement au pied du chef. Absolument. Ça vous rappelle quelque chose?
Une quinzaine de jours. Vous faites aussi partie des pionnières ou vous êtes inscrite quand, vous? Rappelez-moi. Le 1er avril. Donc voilà. Et c'était pas un poisson, me disait-elle. Pas. Voilà. Et même type de processus, une dizaine de minutes, et quelques jours après, vous aviez le numéro et vous pouviez démarrer. Oui, oui. Alors revenons à l'origine, puisque votre activité, c'est buffet brunch. Alors votre métier, c'est quoi? Si vous le deviez le définir, le test de l'ascenseur, comme on disait autant des startups, c'est quoi? Moi, je propose une autre façon de recevoir, c'est-à-dire recevoir autour d'un brunch ou recevoir autour d'un slunch, qui est l'apéritif c'est quoi le dînatoire. slunch? L'apéritif dînatoire bien français. D'accord. Et alors, recevoir autrement, c'est-à-dire vous Recevoir proposez quoi? autrement. Vous proposez justement des services clés en main, des produits déjà tout prêts? Comment est-ce que vous... Des produits tout prêts, oui. Un brunch, que certains connaissent peut-être lorsqu'ils recherchent un brunch dans un restaurant. Eh bien, je propose de leur livrer à domicile. Alors, comment est-ce qu'on se lance comme ça dans cette activité de restauration, on va dire, un petit peu innovante? Alors, on a auparavant quelqu'un qui fait dans la décoration et qui faisait du marketing. Vous faisiez déjà de la restauration ou vous faisiez autre chose? J'étais dans ce secteur d'activité. Dans ce secteur d'activité, restauration? Absolument. D'accord. Et voilà, pour des questions, c'était indispensable parce qu'il y a aussi des questions de qualification, de connaissance du marché. Connaissance du marché, et puis j'ai surtout recherché une niche commerciale, quelque chose que l'on ne trouvait pas et que je pouvais offrir. Ça renvoie en fin de compte effectivement à la nécessité, ce sont des démarches entrepreneuriales, il faut, comme le disait Jean-François Gendron, il faut identifier son marché, Absolument. La singularité de son offre, une clientèle potentielle, une petite étude de marché, quoi. Il faut faire son étude de marché. C'est primordial. Vous avez enchaîné directement entre une activité salariée et ce projet d'entreprise ou il y a eu un petit break? Ah, j'ai fait un long break parce que j'ai pris le temps d'éduquer complètement mes enfants, Oui, de les élever complètement. 3, je crois. Voilà. Deux, pardon. Dont une est en cuisine. D'accord. Donc dont une est en cuisine. Dans le cadre de votre activité? Non, absolument pas. Non, mais vous avez cette Elle passion en travaille commun. dans un restaurant à Nantes. Alors, vous avez tenté, je crois, à un moment la vente directe puisqu'on parle effectivement des premiers pas sur le marché. Oui. La vente directe de vos produits. Non, la vente directe de produits. En autres. général, d'accord. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas poursuivi dans cette voie? Parce que ça ne correspondait pas à votre... Non, ça ne correspondait pas, mais par contre, ça m'a appris beaucoup. C'est-à-dire? Ça m'a appris à vendre. Ça m'a appris à mettre en avant mes produits. Ça nous renvoie à ce Ça m'a qu'évoquait appris le Florence Méraud. contact avec la clientèle. Et ça s'improvise pas? Non, ça s'apprend sur le terrain. Et donc vous avez défini cette offre, fait votre petite étude de marché, vous aviez quelques éléments effectivement d'expérience en ce qui concerne la vente. On a envie de vous demander, et au départ, les premiers contacts avec les clients, est-ce que ça a correspondu à vos attentes? Est-ce que ça vous a surpris? Comment est-ce que ça décolle une activité comme celle-ci? Mes premiers contacts avec la clientèle, ça a correspondu à ce que j'attendais, c'est-à-dire que j'ai suscité l'intérêt sur un produit que personne ne s'attendait à trouver. C'est-à-dire? Personne ne s'attendait à tout, parce que voilà, je fais une commercialisation sur les marchés. Donc j'ai étudié les différents marchés, j'ai choisi ceux qui correspondaient à la clientèle de mes produits. Et bien j'ai vu les gens, j'ai suscité leur intérêt, j'ai suscité leur surprise. Et c'était ce que j'attendais. En fin de compte, oui, s'il y a déjà un premier conseil à partager avec les gens qui sont dans la salle, c'est quand vous réfléchissez à la manière dont vous allez lancer votre offre, ayez l'esprit ouvert, quoi. C'est-à-dire n'excluez aucun canal de vente. Voilà, il faut saisir toutes les opportunités et être prêt à évoluer. Ouais, absolument. Madame Corlet, je vous voyais approuver. Vous aussi, vous avez vécu cette phase, on va dire, de prospection, de repérage, ou ça a été différent? Alors moi, ça s'est fait beaucoup par le bouche à oreille et par le réseau au départ. Et c'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui de plus me dire à quel moment je vais caser tel dossier, puisque j'ai 2 à 3 coups de fil par semaine aujourd'hui. Alors je croise les doigts. C'est des appels entrants? Des appels entrants, voilà. Ça se passe pas toujours comme ça. Voilà, ça donc je croise les doigts de pour qu'effectivement ça perdure. Maintenant, j'ai mis en place quand même des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. De l'événementiel chez moi, du réseau, aller me faire connaître, etc. Développer ces choses-là quand même. Voilà, ça s'est pas fait comme ça non plus.
Et vous, Caroline Blouet, alors votre activité polyvalente, si vous deviez là aussi nous définir votre métier en 2 mots, j'aurais tendance à dire un service lié à tout ce qui est assistanat et démarches administratives. Est-ce que je réduis trop, en fin de compte, votre champ d'investigation? Pas assez. Il y a aussi de la communication, des démarches en ville, des inscriptions, à la fois pour les particuliers et pour les entreprises. Et qu'est-ce qui vous a amené, en fin de compte, vous aussi, à choisir ce secteur? C'est parce que c'était en lien avec vos activités professionnelles précédentes? En lien avec mon parcours, plus de 20 ans en assistanat de direction et de communication. Donc voilà, j'étais déjà dans une démarche de création d'entreprise depuis 1 an. J'ai cherché, dans le cadre des services à la personne, à créer une entreprise pour les particuliers, mais il fallait un agrément simple. Donc créer une entreprise individuelle, et pour m'adresser aux professionnels, il aurait fallu que je crée une 2e entreprise. Il aurait fallu créer 2 boîtes en fin de compte, voilà, pour 2 être boîtes. très concret. Donc un peu lourd pour une personne seule. Alors je vois justement nos amis qui sont les professionnels de l'accompagnement, vous les intéressez beaucoup. Alors maintenant exprimez-vous à voix haute, messieurs, sur une thématique comme celle-ci. François. Sur ce point, d'abord, moi je voudrais réagir à chaud, la démonstration que tous les Français ont un talent. C'est clairement ça. Et l'auto-entrepreneur, c'est quelque part le réveil de tous ces talents. Donc merci de vos témoignages. Je trouve que ça rafraîchit vraiment le talent de. Voilà. Alors sur ce dernier point, effectivement, le service à la personne est un service c'est une notion qui est extrêmement compliquée, parce que si l'agrément simple est très facile à obtenir, il en va pas de même pour l'agrément qualité qui lui nécessite une beaucoup plus lourde qualification. Et c'est vrai que nous travaillons à ce que ce marché s'ouvre. Aujourd'hui, il est strictement réglementé, et finalement cette réglementation est telle qu'il revient exclusivement à des salariés de très très grandes entreprises, à des salariés de banques, enfin du réseau bancaire, ou de très très grandes entreprises. Et finalement, le défaut du système, c'est qu'en étant réservé à des très très grandes entreprises, en étant réservé à un modèle salarié classique, eh bien, il ne va pas irriguer le territoire. Et c'est vrai que dans toutes les petites communes qui sont un peu plus loin que les grandes villes, eh ben là, le service à domicile, le service de proximité, le service à la personne, il est profondément absent. Et c'est vrai que l'auto-entrepreneur, par des associations, par des réseaux, parce que ce que l'on ne dit pas, c'est que tous ces auto-entrepreneurs, un jour, ils vont constituer des réseaux. Et c'est ces réseaux d'auto-entrepreneurs qui feront que le paysage de la France changera. Et je crois vraiment à ça, je crois vraiment à tout ce que vous faites, parce que si les zones de chalandise sont aujourd'hui votre immeuble, vos voisins, vos copains, votre marché, demain, il y a quelqu'un d'autre qui prendra votre idée, il viendra vous voir en vous disant « mais moi je voudrais faire pareil, est-ce qu'on peut travailler ensemble, est-ce qu'on peut imaginer que cette idée va se développer ?» Et c'est le réseau qui effectivement en fait commence. Les anglo-saxons savent très bien faire. Ça commence à circuler déjà dans un certain nombre de têtes, l'idée effectivement d'avoir des réseaux longtemps. Mais sur la prestation de services, nous allons y travailler. Je peux vous garantir qu'on est extrêmement vigilant avec Jean-Claude pour pousser tout ce que nous pouvons, les pouvoirs publics, sur ces... mais c'est extrêmement difficile, mais on va y arriver. Alors Jean-Claude Vollot, 15 secondes avant qu'on retourne effectivement avec Caroline Brouet. Juste, on voit à quel point ce régime change tout et force à modifier même les lois qui sont bien établies. Imaginez qu'un travailleur indépendant, un individuel, un auto-entrepreneur ne peut pas se faire du service à la personne s'il ne fait pas partie d'une structure qui, évidemment, par rapport à son coût, vont prendre des marges, vous en doutez bien. Donc on voit bien qu'en libérant ces activités, on réduira le coût et on diminuera en fait le coût, notamment pour l'assistance aux personnes âgées et aux enfants, on réduira le coût global des prestations sociales en France. Voilà, pour vous montrer que ce n'est pas facile, et que chaque fois qu'on avance, derrière, on retrouve une dune. Vous savez, c'est le syndrome de la dune. Quand vous avez passé une dune, il y en a toujours une autre devant. C'est ce que ce régime, en fait, nous montre également. Mais on y arrivera. Alors, Caroline Blouet, donc on vient d'évoquer un petit peu la question, enfin le blocage administratif auquel vous vous êtes trouvé confronté. Donc le statut vous a permis effectivement de passer outre. Ça vous a vraiment changé la vie? Est-ce que vous pensez, c'est la question qu'on a envie de vous poser à tous, est-ce que vous vous seriez lancé aussitôt, ou est-ce que vous auriez encore attendu s'il n'y avait pas eu ce régime? Alors au final, j'ai mis mon projet en veille pendant 1 an, puisque je l'avais écrit, préparé, et puis ce problème de création de sociétés m'a bloqué, c'est vrai. Et je suis passée de salon en conférence, j'ai été voir les réseaux de services à la personne, et finalement, quand le statut auto-entrepreneur est sorti,
Je suis retournée aussi à la Maison de la Création de Nantes, voir des avocats, juristes, et finalement on m'a dit testez votre marché. Ça c'est l'esprit même du statut. Testez votre marché par ce biais-là, et puis on verra plus tard finalement qui des deux. Est-ce que les particuliers vont prendre le pas sur les entreprises? Et voilà. Donc en fait ça me permet de... Et j'ai la parade, c'est que je propose finalement aux particuliers d'être salariés en CESU, de façon à ce qu'ils bénéficient quand même des déductions fiscales que j'aurais pu avoir avec l'agrément. Voilà. Et alors juste en 2 mots, puisque c'est aussi l'un des buts de cet après-midi, c'est de voir comment on teste son marché, éventuellement comment on fait évoluer son projet. Quand vous avez testé votre marché, qu'est-ce que ça a donné finalement? Plus de clientèle particulier, plus de clientèle entreprise, et ça vous oriente en fin de compte dans quelle direction quelques mois après? Alors la communication démarre, mais pour l'instant c'est davantage des entreprises qui prennent le pas. Mais c'était pas forcément ce à quoi vous y attendiez, non? Non, je m'attendais pas forcément à ça. Ouais. Donc on va voir, on va attendre encore un petit peu. Voilà, un chiffre d'affaires qui se développe quand même. Mais... Et ça veut dire que vous êtes en train de remettre votre projet à plat, ou vous attendez effectivement d'avoir encore quelques mois avant de vous poser la question voilà, je vais mettre plutôt le cap sur ceci, résolument sur les entreprises, et je vais me fixer telle ou telle échéance? Non, pour l'instant. Pour l'instant, j'attends encore un petit peu. J'ai un autre projet de création d'entreprise à côté aussi, donc on va voir lequel aussi des deux prend le pas. Alors vous êtes déjà serial entrepreneur. Oui. D'accord. C'est un projet de crèche interentreprise. En Pays de la Loire, donc voilà. Donc bon, ça me permet de facturer, d'avoir un revenu en attendant, et puis on verra. Mais je vais encore attendre, communiquer et attendre d'avoir davantage du client pour savoir lequel des deux publics prend le dessus. Et on est toujours de toute façon dans les crèches d'entreprise, dans le cadre des services à la personne. Donc, donc ça, je reste dans mon sujet. C'est votre univers. Alors on va se tourner vers le seul homme de ce panel et le Benjamin de cet après-midi qui prouve qu'effectivement l'esprit d'entreprise souffle, y compris chez les jeunes gens. Thomas de Montgolfier, juste un mot, c'est très indiscret, mais votre âge, vous avez quel âge? 21 ans. Voilà. Et vous avez créé en fin de compte votre activité en sortant de votre... Alors votre activité, c'est de la production audiovisuelle. Là aussi, on va peut-être juste faire une petite incise. En 2 mots, votre métier, ce que vous proposez, c'est quoi? Alors donc aujourd'hui, je réalise des films d'entreprise, d'associations et de particuliers, films institutionnels, films de mariage pour les particuliers. On fait des captures de concerts, etc., etc. Donc c'est vraiment de la vidéo, basée sur la vidéo, pour ces trois cibles. C'est très large, hein, les entreprises, les associations et les particuliers. Et vous payez en quelque sorte le luxe à 21 ans d'essayer de faire en sorte de vivre de votre passion, parce que vous êtes dans une école de commerce, mais avant vous aviez fait une école de cinéma. Vous êtes un passionné d'images qui bougent, ça vous travaille depuis longtemps. Voilà, tout à fait. Donc avant, je faisais des films plus fiction, donc avec toute une équipe à travers une association, et à partir de là, à partir de ces films, il y a eu une demande d'entreprise qui s'est faite à travers la notoriété qu'on a pu avoir à travers nos films, et à partir de cette demande, on s'est dit qu'il y avait une opportunité à saisir et qu'il y avait sans doute quelque chose à faire à partir de ça. Alors, vous songiez depuis un moment déjà à créer votre entreprise. Pour vous aussi, est-ce que le statut a eu un effet déclencheur ou accélérateur? Est-ce que vous seriez lancé dès cette année 2009, donc à 21 ans, si le régime d'auto-entrepreneur n'était pas arrivé? Alors j'avais vraiment le projet de me lancer. J'avais déjà commencé vraiment à réfléchir sur le projet d'une entreprise avant d'avoir connaissance de ce statut. Après, donc j'avais ce projet de me lancer. Après, est-ce que je l'aurais vraiment fait le moment où il faut passer à l'acte? Vraiment, je suis pas sûr tout de suite. Quand j'ai su que le statut auto-entrepreneur arrivait et que j'en ai connu un peu les formalités, etc. Là, par contre, j'ai beaucoup moins attendu pour me lancer, mais j'avais déjà quand même au préalable eu cette étape de préparation, comme si j'allais créer vraiment plus du côté société. Alors ça, on touche là un point important. C'est un point que vous semblez avoir en commun, c'est-à-dire que auto-entrepreneur, c'est pas l'occasion de se lancer dans la création d'entreprise, la fleur au fusil. C'est-à-dire qu'à chacun d'entre vous, vous avez eu déjà une démarche structurée. C'est-à-dire que vous alliez de toute façon être entrepreneur. Ensuite, vous avez choisi un régime plutôt qu'un autre, mais la démarche de préparation et la rigueur qui est nécessaire, elle était déjà là.
C'est ce que vous confirmez, vous aussi, mesdames. Ça n'est pas une solution de facilité. C'est une simplification, mais en tout cas, le métier est le même. C'est ce que vous confirmez, madame? Allez-y, on a envie de vous entendre, effectivement. Oui, oui. Madame Corlet, c'était également la même démarche? De toute façon, ça n'a rien changé à la préparation de votre projet? Ça n'a rien changé à la préparation du projet, ça l'a effectivement accéléré. Moi, je tenais à dire une chose, je vois qu'il y a quand même une clientèle en face de nous féminine. Je pense qu'on a en tant que femme, on a aussi finalement une carrière à gérer avec l'arrivée des enfants. Pour moi, c'est cette période de transition qui est à gérer, et je souhaite m'en servir comme tremplin pour l'après. Donc ce statut convenait parfaitement pour cette période, que j'estime peut-être à 3 ans, peut-être à 5 ans, mon dernier à 3 ans, où je cherche une souplesse, notamment en termes d'horaire. C'est vrai que je peux m'arrêter à 5 heures quand il rentre, mais ça m'arrive de reprendre à 9 heures et travailler plus tard le soir. Donc je cherchais vraiment une souplesse, et encore une fois, pour moi, c'est un tremplin sur cette période que je souhaitais gérer. C'est la liberté au quotidien, quoi, en gros. Alors, Thomas de Montgolfier, quand on a préparé ce débat, vous m'avez avoué que ce qui vous a aussi attiré dans ce statut, c'est bien sûr la facilité qu'on évoquait, et vous avez une formule, et aussi la simplicité dans ce qui me rebutait, la gestion, la compta. Mais cela étant, vous avez ajouté quelque chose, mais ensuite je me suis rendu compte que cette simplicité, il fallait pas en abuser, et qu'au contraire, depuis, la vie quotidienne d'auto-entrepreneur vous incite à faire preuve de plus de rigueur là-dessus. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Alors donc moi, ce que je trouve bien dans le statut auto-entrepreneur, c'est pas forcément la simplicité, mais on dirait plutôt l'accessibilité. Ensuite, la simplicité, ça peut être ce danger de ce statut, qui est que lorsque on n'a pas fait d'études de marché, lorsque on n'a pas prévu de stratégie dans la manière dont on va fixer les prix, quand on ne connaît pas ses concurrents, etc., on se lance dans quelque chose de dangereux, puisque on va pas savoir comment faire après. Alors par rapport à plus en interne, la façon dont je gère aussi les questions très pratiques de comptabilité, etc. Par rapport à mon cas personnel, je sais qu'il faut que je me fixe des contraintes supérieures à celles autorisées par ce statut qui est assez flexible sur ce domaine. Oui, vous en êtes sorti, en fin de compte on progresse souvent dans la contrainte, ça c'est une leçon de vie, justement en vous fixant des obligations de suivi, de tenue de vos comptes, en fin de compte, qui vont bien au-delà des obligations du statut, parce que le but du statut c'est plutôt d'ouvrir les choses que d'imposer des contraintes, mais vous vous fixez justement une méthodologie de gestionnaire, de vrai entrepreneur en fin de compte. Oui, alors je vais pas jusque une complexité dans la comptabilité qu'il peut y avoir dans l'entreprise type société, etc. Mais je me fixe des contraintes que j'arrange un petit peu aussi à ma sauce et en fonction des témoignages que j'ai pu avoir dans l'entreprise pour que je puisse être en sentiment de sûreté et de sécurité. On va retourner vers nos experts parce que je sens que ça les inspire. Florence Méraud, parce qu'effectivement la gestion et les outils de gestion, ça vous parle un petit peu. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je crois que le régime de l'auto-entrepreneur n'affranchit pas d'adopter dès le début les bonnes pratiques de gestion qui sont le garant d'un développement pérenne et d'une bonne maîtrise du développement de son activité. Un outil de gestion, c'est pas seulement respecter ses obligations réglementaires, c'est aussi se doter d'un ensemble d'indicateurs sur son activité qui permettent de piloter son activité et puis de prendre des décisions pour demain. Donc quand on ne met pas en place cette base de gestion, au-delà de la comptabilité, de la facturation, on ne peut pas piloter son activité, savoir où on va, où est-ce qu'on peut investir, quelles sont les créances que l'on doit recouvrir, est-ce qu'on a bien facturé. Et ça, c'est le b.a.-ba de tout entrepreneur. Et le régime ou le statut que l'on choisit ne nous affranchit pas, quand on décide de se lancer dans une activité commerciale et d'être un chef d'entreprise, de respecter ce préalable-là. L'outil de gestion, le logiciel, n'est qu'un moyen qui va faciliter cette tâche pour un entrepreneur qui n'est pas un expert de comptabilité. Et c'est bien ce que Ciel et d'autres éditeurs d'ailleurs essayent de faire en essayant de proposer des produits qui permettent de s'affranchir de la complexité liée au métier de la gestion. Jean-François Gendron. Oui, plusieurs réactions par rapport à ces sympathiques et magnifiques témoignages avec des profils très différents, ce qui est intéressant entre vous quatre. Premièrement, Thomas,
n'a pas beaucoup de mérite parce qu'il est dans une très très bonne école, puisque c'est l'école Atlantique de commerce qui fait partie du groupe des écoles gérées par la Chambre de commerce. D'ailleurs, il est le premier à le reconnaître, puisqu'il est en 2e année de l'école de commerce, et il m'a dit c'est une formation dans tout ce dont j'ai besoin en tant qu'entrepreneur. Donc il rend bien justice à son école. Donc ça c'est dit. Mais plus ah, mais bien sûr. Non, mais c'est formidable. Étudiants et entrepreneurs, c'est formidable. Ce que je voudrais insister, parce qu'il y a au moins de jeunes femmes là qui en ont parlé. Ils ont parlé de la maison de la création à la Chambre de commerce. Et c'est un message qui s'adresse aussi bien aux nouveaux auto-entrepreneurs qu'aux auto-entrepreneurs de demain. C'est-à-dire que Monsieur Volo parlait des dunes, des différentes dunes. Si on peut aplanir certaines dunes, c'est pas plus mal. Et donc, ce que nous faisons, nous, en tant que facilitateurs, pour que les gens puissent entreprendre plus facilement, nous avons donc mis en place, au sein de la Maison de la création et de la transmission d'entreprise à Nantes, donc rue Bisson, c'est-à-dire derrière la Chambre de commerce, et au bout du quai de la Fosse, vous prenez le tramway, et à l'arrêt de tramway au bout du quai de la Fosse, vous descendez et vous avez la Maison de la création et de la transmission qui est juste à côté. Ou au CIL à Saint-Nazaire, nous avons mis en place donc des réunions d'information qui durent 2 heures, qui sont co-animées par nous-mêmes, l'Ordre des experts comptables et l'URSSAF, et qui permettent déjà d'avoir une information à minima sur tout un tas de choses. Et donc, je vous invite à venir y participer. Les prochaines, pour Nantes, c'est le 1er et le 15 décembre, et pour Saint-Nazaire, le jeudi 10 décembre. Et en plus, on a l'information service. Vraiment, j'ai plus rien à faire. Non, mais c'est normal. Il faut être pratique. L'autre point, c'est que à partir du moment où, alors, autre information, toujours pour nos amis dans la salle, le site de la Maison de la création et de la transmission, c'est www.création-reprise-44.fr. Si vous le voulez, je vous le redonnerai tout à l'heure. Et là, vous avez tout un tas d'informations sur la Maison de la création et autres. J'insiste, juste un petit mot sur la Maison de la création et de la transmission, parce que beaucoup ne savent pas ce qu'il y a dedans. Alors, bien évidemment, c'est beaucoup plus pour les fameuses entreprises classiques dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est aussi intéressant de pouvoir y aller. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a une bibliothèque très fournie de bouquins sur la création, sur la transmission d'entreprise. Vous serez très bien accueillis, puisque ce seront de charmantes personnes de la Chambre de commerce qui vous accueilleront. Il y en a une au premier rang, là, à qui je dis bonjour. Et nous aussi. Nous avons, dans cette Maison de la création, une sorte de guichet unique. C'est-à-dire que nous avons regroupé, avec l'aide de la ville de Nantes et du Conseil général, nous avons réussi à regrouper au sein de cette maison une permanence des banques, une permanence des experts comptables, des notaires, et surtout, toutes les associations d'aide à la création d'entreprises sont là pour vous recevoir et pour vous aiguiller et vous accompagner. Et je pense bien évidemment aux plateformes d'initiative locale et à Nantes Initiative qui concerne Nantes et l'ensemble qui concerne la communauté urbaine de Nantes. Nantes Initiative, c'est la possibilité d'avoir un prêt d'honneur, c'est la possibilité d'être accompagné par un chef d'entreprise pendant un certain temps, une sorte de parrain, quand on décide de passer le pas et de passer de l'auto-entrepreneur à entrepreneur tout court. Jean-Claude Choquet, un mot sur ces dispositifs d'accompagnement ? Tout ce que Jean-François a dit sur l'accompagnement des porteurs de projets, nous le faisons aussi à la Chambre de métiers. Mais pour revenir aux 4 témoignages que nous avons eus, ce que je constate, c'est qu'ils ont tous quand même en commun cette véritable notion d'entrepreneuriat. Donc ça, et que tous ont préparé leur projet. Ils ne sont pas improvisés chefs d'entreprise. Donc je dirais, plus que le statut d'auto-entrepreneur, ce qu'ils ont choisi, c'est la simplification d'accès à l'entreprise. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'il soit étendu à tout porteur de projet, quel que soit son champ d'activité. Du reste, on se rend compte, y compris quand on recueille des témoignages de gens qui sont en double activité, c'est-à-dire avec leur activité salariée, c'est que les gens prennent toujours ce pas au sérieux. Il y a rarement d'aventuriers, effectivement, par rapport à des projets comme cela, où ça se repère très très vite. Voilà. Et les conclusions sont tirées tout aussi vite. Oui, non, parce que si vous voulez, si on simplifie pour les uns et pas pour les autres, il faut comprendre que ceux qui sont installés avec des contraintes plus lourdes conçoivent cette arrivée de nouveaux entrepreneurs comme une concurrence quelque peu déloyale puisqu'ils n'ont pas les mêmes charges. Voilà.
On sait effectivement que ça a été un point sensible. Je me retourne vers vous, mesdames, pour savoir comment est-ce que justement vous gérez. Est-ce que vous partagez l'expérience de Thomas de Montgolfier, puisque il nous expliquait qu'il se fixe des exigences qui vont bien au-delà de celles du statut pour gérer son activité avec rigueur. Madame Louet, c'est votre métier aussi, l'administration. Est-ce que vous, là aussi, vous faites ça, toutes ces activités de gestion au cordeau et en allant bien au-delà des simples obligations de déclaration du statut? Non, je fais régulièrement, au fur et à mesure des entrées-sorties, en utilisant d'ailleurs ce logiciel, qui est très bien fait. Voilà, ça se fait naturellement. Bon, j'ai eu quelques petites aventures par rapport à l'ACRE, ensuite la prise en compte ou pas prise en compte des prélèvements libératoires. Parlez-nous-en, c'est un grand classique de ce genre de débat, donc il faut qu'on fasse l'incise à un moment ou à un autre, donc on va la faire avec vous. L'ACRE, c'est l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises. Et effectivement, entre un certain nombre d'auto-entrepreneurs qui ont demandé l'ACRE, ont été confrontés à un certain point de friction. Dites-nous ce qui vous est arrivé, et ensuite on va voir effectivement, on va mettre ça en perspective. Je me suis inscrite le 5 février pour un démarrage le 15, et donc c'était encore un petit peu flou pour tout le monde, enfin surtout pour l'URSSAF qui n'avait février, c'était très tôt, hein, vous étiez une pionnière. Oui, voilà. Qui n'avait pas encore reçu vraiment les directives de... Et donc voilà, je me suis bien inscrite, j'ai bien demandé l'ACRE, prélèvement libératoire, etc. Et puis j'ai reçu un courrier, mais bien plus tard, au mois d'août, me demandant de choisir en fait entre soit je bénéficiais de l'ACRE, soit et j'arrêtais. Et vous changez de statut. J'arrêtais auto-entrepreneur après toutes les démarches faites en fait. Soit je restais auto-entrepreneur, il fallait que je refuse l'ACRE. Bon, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Après, c'est des petites choses, mais en effet, c'est mon métier, donc ça me dérange pas. Voilà. Après, le prélèvement libératoire n'a pas été pris en compte non plus, donc j'ai fait des rectificatifs, mais enfin, c'est relativement simple, quoi. Il suffit d'aller réclamer. François Hurel, sur ces questions, parce que effectivement, les petits points de friction avec l'ACRE, on l'entend ici, on l'avait entendu il y a quelques mois lorsque nous étions ensemble, au même type de tribune au Salon des entrepreneurs à Lyon. Deux mots, en fin de compte, pour clarifier les choses pour les candidats, les aspirants auto-entrepreneurs qui sont dans la salle. Alors, sur tous les sujets administratifs, Jean-Claude, je trouve, résumait bien ça, c'est d'une après d'une. On a eu sur ce régime, on a tellement simplifié le dispositif que finalement, on a aussi été extrêmement vite, puisque je rappelle que moi j'ai rendu un rapport le 8 janvier, loi votée au mois d'août, tous les décrets d'application en quelques semaines, c'était extrêmement vite. De ci, de là, c'est vrai, il y a eu des choses qui n'ont pas été finalisées et il a fallu les finaliser en cours. Donc chacun, en tout cas les premiers auto-entrepreneurs, j'en suis un, on a essuyé quelques avatars, alors un Quake l'URSSAF, un Quake l'ACRE, enfin, etc. Aujourd'hui, les choses se sont très largement stabilisées. Il reste aujourd'hui à faire rentrer dans le régime de l'auto-entrepreneur un certain nombre de niches, un certain nombre de professions. Jean-Claude le rappelait, particulièrement les professions agricoles, ça devrait être chose faite dans pas très longtemps. Il y a également beaucoup de questions autour des professions libérales. Il reste à finaliser un certain nombre d'activités ressortant de la fonction publique. Le décret la loi est passée, les décrets sur les différentes catégories de fonctionnaires est en cours. Il reste à finaliser la loi sur les DOM. Enfin, tout ça s'arrange, ça s'améliore. Alors, sur l'ACRE, la question qui se posait, c'est est-ce que le régime de l'auto-entrepreneur est un régime d'entrepreneur ou un régime de particulier qui crée une activité? Alors, vous trouvez toujours des tas de gens pour faire des commissions, des sous-commissions, des trucs et des machins. Ils se sont réunis, ils sont beaucoup grattés la tête, puis ils ont dit finalement, c'est un régime d'entrepreneur, et maintenant, les auto-entrepreneurs peuvent bénéficier du régime ACRE. Il était temps. Mais bon, c'est vrai qu'il faut faire les choses pas après pas. Moi, je voudrais aussi dire juste un petit mot, juste une réaction à tout ce que j'ai entendu sur tous vos témoignages. J'adore la liberté. Et finalement, j'adore la liberté. C'est un truc formidable. Enfin, on a rendu l'entrepreneuriat libre. C'est incroyable. Vous savez, moi, j'ai fait quelques expériences dans quelques cabinets ministériels. J'ai entendu la représentation nationale. Je l'ai beaucoup étudié, je l'ai beaucoup regardé. J'ai fait quelques projets de loi dans ma vie que j'ai demandé à quelques ministres de porter. Et puis j'ai vu que finalement, la loi, c'est toujours un peu privatif. On empêche, on contraint. Pour la première fois, on voit un ministre qui porte une loi
qui fait de la liberté. On crée des libertés. On en a créé une formidable. Et je trouve que vous êtes le témoignage vivant que lorsqu'on offre une liberté, eh ben ça marche. Et surtout, d'autant plus si cette liberté, elle n'est pas conditionnelle, mais elle est sans risque. Et on n'insiste pas suffisamment. Oui, c'est vrai, vous êtes 4 qui allez devenir entrepreneurs, ça se voit. Vous avez d'ores et déjà, vous faites partie de la population des 50 à 60% dont on parlait avec Jean-François Gendron, qui vont devenir entrepreneurs. C'est une évidence. Vous allez franchir le pas. Pour autant, il y en a 40% ou 50% qui resteront auto-entrepreneurs. Et eux, il faut qu'ils se souviennent qu'ils font sans risque. S'ils s'inscrivent demain, ça ne marche pas, il ne se passera rien. On leur demandera rien. Et c'est ça qui est important. C'est cette association d'idées entre la capacité de prendre une liberté et le fait que personne ne vous demandera rien si jamais vous ne gagnez rien. Donc prenez-la, c'est sans risque. Alors, Jean-Claude Vollot. Oui, François, souvent c'est rappelé, j'aime bien le rappeler dans les grandes réunions publiques comme aujourd'hui, en 1900, il y avait 8 millions d'entrepreneurs en France, 8 millions, et on était à peine 40 millions d'habitants. Vous voyez bien que tout au long du XXe siècle, on a cessé de mettre, ce que disait François, des lois qui ont bridé cette capacité à être entrepreneur. Et en fait, d'un seul coup, hop, on a relâché les brides et on a permis aux gens de redevenir entrepreneurs. 8 millions en 1900, rappelez-vous-le. Et pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez des métiers dont il s'agissait. Alors, est-ce à faire un parallèle avec les métiers d'auto-entrepreneurs d'aujourd'hui ? Peut-être un peu, mais actualisé par rapport, en fait, aux nouvelles normes de notre société d'aujourd'hui. Noël Corlet, vous m'indiquiez, quand on préparait ce débat, que vous avez travaillé, je crois, environ 13 ans dans le marketing, donc en tant que salarié. L'idée d'être indépendant, de vous mettre à votre compte, ça a commencé à vous trotter dans la tête au bout de combien de temps ? En fait, je devais avoir 15 ans. On était 3 copines, on a fabriqué des chouchous, on a commencé à les vendre à l'école. Ouais. Généralement, ça commence tôt, oui, effectivement. Et donc, il a fallu effectivement que vous attendiez une première carrière de salarié, et le contexte n'était pas prêt. Vous-même, votre idée n'était pas mûre. Il y avait un contexte familial aussi. Je crois que oui, il y avait un vrai contexte familial. D'abord une assise financière qui était là, et puis c'est arrivé au bout d'un poste où j'avais fait le tour des missions. L'arrivée du 3e, voilà, il y a eu un contexte général qui a fait que je me suis dit c'est le moment. Vous pouviez vous offrir le luxe d'une nouvelle vie. Exactement, voilà. Mais une nouvelle vie sur peut-être les 30 prochaines années quand même. Voilà. Jean-Claude Vollot le disait, mais il ne veut pas le dire devant le micro, mais au 3e, devenir auto-entrepreneur, ça va devenir une sorte de règle démographique, c'est ça, Jean-Claude ? Mesdames, lors du 3e, profitez-en. Alors, Le 2e, tu dis ? Non, dès le 1er, en fin de compte. Allez, pardon, madame. Dès avant ? Mais il se pratique depuis trop longtemps, donc on va arrêter la partie. J'avais une question pour Monsieur Hurel et Monsieur Vollot, justement. Imaginons qu'on souhaite effectivement accéder au statut de l'entreprise. On va avoir un sérieux écart en termes de charges, en termes de TVA, etc., par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce que vous ne pouvez pas nous inventer un système bis, auto-entrepreneur bis, un palier avant l'entreprise ? Super auto-entrepreneur avant de devenir entrepreneur tout court. De toute façon, est-ce qu'on a un palier en termes de charges ? Parce que c'est vrai que on ne peut rien inventer. En revanche, ce que l'on peut inventer, avec les chambres de commerce, avec les chambres de métier, avec les experts comptables, c'est la possibilité que vous aurez d'appréhender les aspérités qui vont vous arriver. Il y en aura évidemment. Vous savez, quand vous allez passer du régime de hors-champ de TVA au régime de la TVA, il ne se passera pas grand-chose, puisque aujourd'hui la TVA, vous la payez, vous ne la récupérez pas. Demain, vous la paierez, vous la récupérerez, mais vous la collecterez aussi sur vos... Oui, il faut juste rappeler qu'effectivement, il y a 20% de charges, 21% de charges sur vos activités. Sur les charges sociales, appelons un chat. Un auto-entrepreneur, dans 32 000 euros ou dans 80 000 euros de chiffre d'affaires, l'écart de charge ne sera pas extrêmement important. Vous ne tomberez pas dans un écart de charge diaboliquement lourd. Là où les choses vont se complexifier un petit peu, c'est sur la taxe professionnelle. C'est un autre débat. Je me retournerai vers Jean-François Gendron. Ah non, remuez pas le couteau dans la plaie, vous allez nous l'énerver. Certainement mieux que moi. Moi, je ne le connais pas, donc je ne le sais pas, mais c'est une réforme qui est en cours. Si j'ai entendu parler de ça au Salon des maires il n'y a pas très très longtemps. Donc bref, les aspérités, elles sont plutôt liées à la gestion. Vous allez grandir. En réalité, l'auto-entrepreneur, je le dis toujours, c'est le petit bain dans lequel vous allez apprendre à nager. Et puis un jour, vous allez avoir un maître nageur, il va vous accompagner, il va vous aider, il va vous apprendre tout.
avant de vous jeter dans le grand bain. Vous saurez nager, en tout cas au moment où vous allez aller dans le grand bain. Auparavant, on prenait quelqu'un, on lui expliquait que soit il n'avait aucune chance de l'être, et dans ces cas-là, il ne devenait jamais entrepreneur, soit il avait toutes les chances, on le jetait dans le grand bain, il ne savait pas forcément bien nager, et beaucoup coulaient. Donc on a évité que, à la régate de la création d'entreprise, il y ait trop de noyés. Et bien maintenant, il y en a moins, et grâce à l'auto-entrepreneur, on espère qu'il n'y en a même plus du tout. Alors, l'enjeu de cette montée en puissance, de toute façon, il y a des chiffres qui correspondent à des plafonds d'activité. Je crois que vous quatre, mesdames et messieurs, êtes dans les activités qui sont classées en activités de service, n'est-ce pas ? Non. Alors, il y en a 3 dans les activités de service. Vous nous rappelez en 2 mots le plafond de revenus au-delà duquel il faudra que vous passiez à un autre statut, Thomas de Montgolfier ? C'est 32 000 euros, je crois. 32 000 euros de chiffre d'affaires. C'était la question de cours. Vous avez bon, madame. Jusqu'à 34 000 avec cette souplesse de 2 ans. Il y a une tolérance de 2 000 euros de plus une fois. Vous pouvez monter à 34 000 ou à 82 000 si vous faites une activité d'achat pour revendre, mais une fois et une seule. L'administration est vigilante. Je voulais qu'on soit dans la vraie vie et donc on y est. Donc 32, tolérance et une fois effectivement à 34. Madame, vous par contre vous êtes dans des activités 82 000. 82 000, effectivement. Donc, ce que j'achète pour produire. Exactement. Thomas, si vous vous mettez à produire en grande série des DVD de ce que vous produisez, vous passez dans les 80 000, n'oubliez pas. Hein. Je ne sais pas très bien exactement, voilà, mais pour l'instant je reste sur le service et ça me plaît beaucoup, donc voilà. Alors, 32 000, 82 000 euros, c'est indiscret de vous demander, mesdames, monsieur, au bout de quelques mois d'activité, où est-ce que vous en êtes ? On va commencer par vous, Noël Corlet, parce que vous nous disiez que vous n'avez même pas à prospecter pour l'instant. Ça veut dire qu'en termes d'activité, si vous pouvez nous faire partager quelques chiffres, vous en êtes où ? Alors, j'en vis pas encore, puisque c'est vrai qu'au départ, on a encore pas mal de frais. Ça, c'est courant. Hein. De toute façon, la première année, quel que soit le statut, quel que soit le régime, espérer vivre de son projet d'entreprise, c'est très, très utopique. On n'y arrive pas. Donc, dans un premier temps, on amorce l'activité. Voilà. Pardon. Donc, je pense arriver à 12 000 d'ici la fin de l'année, peut-être un petit peu plus. 12 000 sur combien de trimestres ? Alors, sans compter juillet et août que je me suis accordé pour rester avec mes enfants, voilà. Je vais avoir 7 mois, 8 mois d'activité. D'accord. 2 trimestres. Donc 12 000 en 2 trimestres. 1,3. Voilà. Donc vous êtes presque au bout déjà. Madame Adé, où est-ce que vous en êtes effectivement avec vos développements ? Oui. J'en suis très loin. Pour l'instant, c'est très difficile de démarrer. Mais c'est très difficile de démarrer tout simplement parce que c'est une offre singulière, parce qu'il faut aller au-devant Je du pense client. que c'est une offre singulière. Et vous avez tout le travail de prospection, de proximité, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher, pour reprendre le titre qui était celui de l'entreprise au mois de février, il faut aller vendre avec les dents. Absolument. Voilà. Donc, Madame, la prestation que vous faites, c'est à domicile, si j'ai bien compris. Oui et non. En fait, j'offre certains produits sur les marchés, mais je fais également des prestations à domicile. Oui, parce que vous avez dit Et tout à l'heure de quelque toute chose. façon, c'est sur les prestations à domicile que je réussirai à gagner ma vie. Vous avez dit tout à fait quelque chose qui m'intéressait tout à l'heure. Vous avez dit, j'ai sélectionné les marchés sur lesquels m'installer. Ouais. Je pense que vous avez cherché le type de clientèle Absolument. qui pouvait s'offrir ce que vous faites, c'est ça ? Absolument. Ouais. Ben, je crois que vous avez là une très bonne solution parce que vous allez avoir qui viennent à vous des dizaines et des dizaines de clients potentiels sur les marchés Oui. pour la prestation à domicile. Voilà. en fin de compte, c'est Quand de la- on dit- c'est de la- Pardon, allez-y. Parce que lorsque l'on dit sur l'étude qui a été faite par la Chambre de commerce que 62% des gens, et l'Union des auto-entrepreneurs, pardon François, que 62% des gens ont des difficultés à trouver des clients, je pense que ce genre d'astuce, qui est tout simplement d'aller où vont ces clients-là, va vous permettre de les voir venir chez vous. Donc en fait, sur le marché, vendez plus la prestation à domicile que le produit. Oui. Vous voyez, c'est ça. Là, c'est bien vu. En fin de compte, la leçon, c'est que les stratégies commerciales traditionnelles fonctionnent aussi. Là, vous faites de la prospection avec effectivement une offre d'attaque et c'est ensuite en fidélisant que vous ferez de la marge, pour dire les Absolument. choses très clairement. Voilà. Absolument. Florence Méraud. Alors, il y a un autre point qui est assez intéressant sur ce qu'on constate des auto-entrepreneurs qui se sont lancés sur ces derniers mois, c'est l'utilisation d'Internet. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a 2 grands canaux qui sont utilisés pour développer son activité commerciale. C'est le bouche à oreille, bien évidemment, c'est comme ça qu'on commence. Mais à proportion égale, de l'ordre de 40%, les auto-entrepreneurs utilisent Internet pour se développer commercialement et promouvoir leurs offres de produits et services. Et c'est assez révélateur aussi du profil des auto-entrepreneurs que nous avons, qui sont aussi d'une génération qu'on appelle numérique native, beaucoup plus à l'aise avec l'outil informatique,
à même d'utiliser Internet, qui fait tomber un certain nombre de barrières. Et c'est vrai qu'Internet offre des possibilités réelles pour promouvoir ses produits et ses services avec un coût beaucoup moindre que des dépenses en marketing, communication traditionnelle. Yveline Azé, vous avez un site justement pour Buffet Pour Brunch? l'instant, j'ai un blog pour des questions financières. C'est très bon pour la cuisine parce que c'est très communautaire au départ. Voilà. Mais si quelqu'un est intéressé à me faire un bon site internet, je suis preneuse. Donc un auto-entrepreneur en réseau pour faire un site internet des autres auto-entrepreneurs. Voilà. On rallumera la salle tout à l'heure. Forcément dans la salle. Thomas de Montgolfier, vous qui êtes digital native justement, vous êtes de cette génération. Vous avez un site ou ça se développe plutôt, ça se développe plutôt par le bouche à oreille, par le réseau de proximité? Alors j'ai le projet d'un site qui n'a pas été encore fait, fini. Voilà, je prends mon temps pour avoir un site, je fais attention à ce qu'il soit bien étudié et qu'il soit, voilà, comme je suis dans une activité qui concerne plutôt le visuel, je pense que mon site est important. Pas de précipitation et ensuite il faut Voilà, bien le référencer. Voilà. Oui, tout à fait. Madame Blouet, pour ce qui vous concerne? Oui, j'ai un site qui a été, qui a été fait en janvier, déjà avant l'immatriculation. Ah oui, donc c'était déjà un outil Il stratégique. fallait bien commencer par quelque chose. Vous l'avez fait comment, votre site? Parce que justement, Madame Allais disait s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, vous l'avez fait comment, votre site? Alors moi je l'ai fait sous forme d'un PowerPoint en fait. J'ai pas fait. Après j'ai demandé à quelqu'un de me le mettre en ligne, mais c'est améliorable aussi. Un appel. Ça l'est toujours, c'est le principe d'Internet. Par contre, il faut pas vraiment croire que tout va se passer par le site seulement. Et je pense qu'il faut vraiment sortir. Il faut avoir la palette complète, en fin de compte, en ce qui concerne la prospection. Il faut pouvoir effectivement s'afficher, saisir toutes les occasions de se projeter. Des prospectus dans les boîtes aux lettres des particuliers, mais contacter un peu la presse. Mais il faut sortir de chez soi. C'est vrai que si ça prend beaucoup de temps, ce référencement Internet... il y a plein de façons gratuites de référencer son site, mais on reste trop chez soi. Au bout d'un moment, il faut sortir. Il faut aller au client, comme on dit dans les agences de communication d'environnement que je connais bien. Madame Corlet, est-ce qu'il en est... Chiffre d'affaires, un peu plus de 6 500 euros pour l'instant, et peut-être 9 000 en fin d'année, avec une petite parenthèse l'été aussi. Voilà, sur 2 trimestres d'activité, vous aussi, de fait. Oui, voilà. 2. Ouais. Donc on est sur une progression régulière. Madame Corlet, juste sur Internet, vous en êtes où, vous? J'ai fait mon site avec mes 10 petits doigts. Voilà. J'ai acheté un logiciel dans un centre commercial à 50 € et j'ai fait mon site. Donc ça veut dire qu'il est améliorable, je pense. Et surtout que j'ai un référencement qui est absolument nul. Donc s'il y a quelqu'un dans la salle qui sait faire des référencements... Donc une autre carrière d'auto-entrepreneur, vous allez voir, on va monter un réseau d'enfer cet après-midi. François Hurel. J'ai juste un mot à dire, c'est que dans le cadre de l'Union des auto-entrepreneurs, moi je me suis beaucoup intéressé à un site américain qui s'appelle le New Workers. C'est-à-dire que c'est un site aux États-Unis qui justement permet à des self-employment, à des auto-entrepreneurs à l'américaine, de venir offrir leurs services et à des clients d'offrir leurs demandes. Et dans le cadre de l'Union des auto-entrepreneurs, nous avons justement créé ce site pour permettre que se rencontrent l'offre et la demande. Donc si vous avez envie, vous venez sur notre site, c'est gratuit, vous venez adhérer à l'Union des auto-entrepreneurs, c'est gratuit, et vous installez vos noms, tout ce que vous voulez faire connaître, et vous installez évidemment les références de votre site. Le seul engagement que nous allons vous demander, c'est de signer une charte, virtuellement puisque vous la signez. C'est un engagement que vous allez prendre d'être un auto-entrepreneur de qualité, c'est-à-dire d'un auto-entrepreneur qui est assuré, qui respecte les règlements de cotisation, qui est en conformité avec la législation, notamment sur les activités réglementées, sur les activités artisanales. Bref, c'est un engagement moral que vous allez prendre vis-à-vis de vos clients, mais c'est aussi une chance de plus d'en trouver d'autres. Donc si vous avez envie, vous venez sur le site de l'auto-entrepreneur.com et vous pouvez vous inscrire, faites-le, on va essayer de faire se rencontrer l'offre et la demande. Alors, puisqu'on est dans les .com, je crois qu'il y a la PCE.com, justement, qui a deux ou trois choses à dire. Jean-Claude Vollot. Oui, Jean-François Gendron vous a parlé de tout ce que la Chambre de commerce de Nantes pouvait vous apporter. Et nous, à la PCE, on a la chance de voir toutes les chambres de commerce de France. Et sans vouloir le flatter, vous avez ici une excellente chambre de commerce dans l'accompagnement, dans l'écoute de vos projets. Vous avez une excellente chambre de commerce. Mais sur le site de la PCE.com, vous allez trouver énormément d'informations sur ce régime d'auto-entrepreneur. Nous avons synthétisé des centaines et des milliers de questions que nous avons reçues venant de vous autres.
Et donc, en fait, vous avez des questions standards avec des réponses qui sont très, très bien faites, avec l'aspect juridique étudié de façon très approfondie par le service juridique de la PCE. Si encore à toutes ces questions, vous ne trouviez pas réponse à vos questions, posez les questions à la PCE ou, évidemment, au site de l'auto-entrepreneur. Vous aurez les réponses. Sachez que là aussi, vous ne serez jamais seul. Je vais vous donner quand même quelques chiffres qui font la fierté de la PCE, mais aussi la fierté, évidemment, de François, d'Hervé Novelli, de moi-même. Ce sont les chiffres de visite du site de la PCE. Nous étions un peu moins de 5 millions avant ce régime. Nous allons dépasser 8 millions de visiteurs indépendants, plus de 18 millions de questions, de visites. Je vous dis un peu plus de 8 millions de visiteurs indépendants. C'est une explosion des demandes et des questions qui touchent en fait à ce système de l'auto-entrepreneur qui provoque ces chiffres absolument incroyables. Je ne mentionnerai pas l'entreprise.com, mais j'y pense très fort parce qu'effectivement, nous avons été très présents depuis le départ sur le sujet de l'auto-entrepreneur. Fin de cette parenthèse, pardonnez-moi, mais je ne pouvais pas la louper. Revenons effectivement à la montée en puissance. Même si effectivement vos activités se développent progressivement, comme il s'y est à toute entreprise, vous pensez déjà à l'étape d'après. Yves Nadé, quand on a discuté effectivement avant ce débat, vous me disiez qu'est-ce qu'il y aura au bout quand j'atteindrai le plafond? S'il faut que je monte par exemple une URL, il faudra que j'anticipe, il faudra beaucoup provisionner. Ça vous préoccupe déjà, ça vous interroge? Oui, bien sûr. Je pense également à la franchise, qui ça marche, pourquoi pas. Voilà, donc voilà effectivement deux types d'interrogations, l'une un peu négative en disant comment est-ce que je vais pouvoir anticiper en termes de gestion, et l'autre plus positive en disant comment est-ce que je pourrais trouver effectivement des solutions de démultiplication de mon offre et de mon développement commercial. Voilà. Oui. Vous aussi vous y songez? Moi oui, Madame Bleuet. Je vais attendre un petit peu de voir comment ça va se passer vis-à-vis de ces agréments. Si je retombe dans le même schéma au moment de passer le pas, est-ce que je devrais créer 2 entreprises ou une seule? Et puis je vais voir, ça se trouve, le public, la cible va davantage être les entreprises, les professionnels. À ce moment-là, j'en créerai qu'une. Mais bien sûr, l'objectif est de continuer. Alors, puisque vous l'avez toutes et tous en tête, Noël Corlay, vous y pensez vous aussi, vous vous posez des questions. Est-ce que vous savez où est-ce qu'éventuellement vous pourrez aller trouver justement des informations lorsque vous serez confronté plus directement à tout ça? C'est pour me faire une transition ensuite avec les experts. J'irai à la maison de la création. Je ne vous en demandais pas tant, mais voilà, mais il va vous apprécier d'autant plus. Donc vous savez effectivement, vous avez la chance d'être à Nantes, d'avoir quelques indications. Thomas de Montgolfier, c'est dans votre tête aussi? Ou pour l'instant vous en êtes au stade du développement de votre activité? On sait je sais, moi, puisqu'on en avoir discuté avec vous, que vous travaillez déjà avec un autre auto-entrepreneur, que vous mettez en place effectivement ces réseaux d'indépendants. C'est plutôt ça la priorité? Donc pour l'instant, avant de créer le statut auto-entrepreneur, il y avait la préparation, l'élaboration, etc. J'ai créé le statut. Maintenant, je suis en train de mûrir mon offre, de broder un petit peu autour aussi pour proposer peut-être des choses un petit peu différentes. Je suis en train vraiment de mûrir ce que je suis en train de proposer comme activité pour demain. Je l'espère dépasser ce plafond largement et créer une société. Et aujourd'hui, en fait, je sous-traite une partie de l'activité et je suis aussi sous-traitant d'autres auto-entrepreneurs qui m'entourent autour de moi. Jean-François Gendron, une question à vous poser, je crois. Je voulais savoir si vous aviez contaminé d'autres étudiants de l'EAC. Quitte à avoir une pandémie, autant voir celle-ci cet automne, effectivement. Ça, c'est une bonne contamination, normalement. Alors, malgré le fait qu'on soit à l'EAC au milieu de la CCI de Nantes, de la Maison de la Création, de tout ça, on est vraiment dans les mêmes locaux. Il y a peu d'élèves, je crois qu'on est peut-être 2 ou 3 au sein de notre école sur 300 élèves qui avons créé une entreprise. Mais je suis persuadé qu'il y en a peut-être un tiers ou 2 tiers qui ont ça dans leur tête. Mais voilà. Alors, par contre, là, je pose la question peut-être d'un petit manque d'information et d'encouragement de la part de certaines équipes qui nous entourent. Il y a clairement des choses à structurer du côté, juste une petite incise en tant qu'observateur de la communauté des entrepreneurs et de la communauté des étudiants des écoles de commerce. Il y a clairement une vague qui monte et de plus en plus de jeunes qui envisagent même clairement de zapper la case salariat. Ce qui leur manque, par contre, c'est un accompagnement spécifique dans bien des endroits.
Fin de la parenthèse. Mais je vois que ceux qui connaissent la question, comme François, auraient plutôt tendance à partager cette analyse. Jean-François. Thomas a entièrement raison, c'est-à-dire que il faut absolument, on doit le faire tous ensemble, que nos professeurs, que nos directeurs d'école soient bien conscients qu'ils doivent absolument parler de l'auto-entrepreneuriat au sein de leurs écoles, qu'on soit en école supérieure de commerce ou autre. Jean-Claude Wolo. Est-ce qu'il y a un programme là-dessus? Parce que c'est pas forcément évident pour l'instant. Alors, il y a pas mal de choses qui sont entreprises là-dessus. Nous étions lundi soir à l'ESCP Europe, donc votre sœur parisienne, qui avait fait une soirée qui était en grande partie consacrée au régime de l'auto-entrepreneur. Et la PCE avait un stand. On a été envahi jusqu'à 2 heures du matin par tous ces jeunes qui venaient. C'est à partir de 18 heures. La ministre des Universités est venue, il y avait aussi Hervé Novelli qui est venu, il y avait un engouement inouï et il y avait des questions et on a eu l'impression que à l'ESCP, toutes les autres grandes écoles de Paris étaient invitées et universités, qui avaient un vrai désir, une vraie opportunité pour des étudiants de passer tout de suite auto-entrepreneur. Donc, ce qu'on peut vous inviter à faire à l'École supérieure de commerce à Nantes, c'est de faire ce genre de manifestation où nous viendrons, n'est-ce pas François ? On mettra aussi toute la force frappe de la PCE pour vous soutenir, Thomas, dans cette occasion nantaise autour de l'école et de l'université, qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est un projet puisque c'est une initiative nationale des chambres de commerce. Ça s'appelle la nuit de l'entreprise ou la nuit de l'étudiant, je ne sais plus trop. Donc ça a lieu, oui, le soir et toute une partie de la nuit. Il y a déjà une 40aine de manifestations en France, dans 40 chambres différentes. Et bien sûr, nous y pensons aussi. Jean-Claude Choquet. Juste pour dire que dans les projets éducatifs de nos CFA, nous avons mis en place des démarches de sensibilisation à la démarche d'entreprendre. Dans tous nos CFA. Je peux vous dire que les médias que je représente vont s'intéresser de plus en plus près à toutes ces questions, parce que comme nous sommes des médias communautaires, on ne manquera pas d'être au rendez-vous. Fin de cette petite incise. Si je continue tout de même. Dans le plan stratégique de la PCE des années 2010, 2011, 2012, le point numéro 1 sera le développement de l'esprit entrepreneurial et notamment à l'école. Donc en apportant des soutiens à toutes vos écoles, chambres de commerce, chambres de métiers et autres, à l'enseignement. Et nous avons rencontré Luc Châtel qui est très désireux évidemment que ce plan se mette en place très vite. Donc là, il y a vraiment du côté du monde de l'école, on va dire du collège jusqu'à la fin de l'université, un vrai désir que tout ça se mette en place. Le moment est là. Les enseignants le demandent, les proviseurs le demandent, et donc c'est vraiment le bon moment. Florence Méraud, je me retourne vers vous parce que je crois que dans l'étude Ciel, un des points qui apparaissent très nettement, c'est l'attente en matière d'accompagnement de cette montée en puissance, de ce passage, de cette préparation du passage à un autre type de statut. Vous pouvez nous donner quelques indicateurs sur justement la manière dont ça ressort? Donc, en effet, on est à la fin de l'an 1. Je crois qu'il y a deux points qui ressortent parmi tous les auto-entrepreneurs qui ont répondu à cette étude. Tout d'abord, ils sont restés finalement assez seuls. Donc, avec toutes les offres merveilleuses que j'entends aujourd'hui et ce soutien qu'on vous propose, ne restez pas seuls avec votre projet de création. Allez au-devant des réseaux d'accompagnement pour qu'ils challengent vos idées, pour qu'ils vous aident à construire votre projet. Et puis le deuxième point, c'est une question qui a été posée tout à l'heure, c'est et après, c'est-à-dire que ça sera certainement une des questions de l'an 2, une fois qu'on a réussi à amorcer son projet et qu'on se développe et qu'on veut basculer vers la création traditionnelle, eh bien comment est-ce qu'on retrouve les mêmes bénéfices que l'on a eus via le régime de l'auto-entrepreneuriat, à savoir la simplicité des formalités administratives. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer pour accompagner ces auto-entrepreneurs qui réussissent pour évoluer vers la création traditionnelle. Et là, il y a une très forte attente. Ce sont les principaux points que nous remontent nos clients auto-entrepreneurs. Jean-François Gendron, je pense que les vôtres remontent la même chose. C'est que très clairement là, le rendez-vous de la communauté entrepreneuriale, il est sur cette constitution du deuxième étage de la fusée maintenant. Bien évidemment, l'entreprise, l'entrepreneur, l'entreprise, c'est vraiment la richesse économique d'un territoire. Et on en a grandement besoin, encore plus aujourd'hui qu'hier. Et donc, moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que ces auto-entrepreneurs ou les 50% d'auto-entrepreneurs qui ont envie de passer à l'étape supérieure le fassent. Et puis, si on n'est pas loin peut-être de la fin. On arrive au terme, effectivement. Donc, pour ne pas
reprendre la parole, je dirais que je pense que ce statut, il permet vraiment d'oser. Il permet d'oser créer, il permet d'oser réaliser son rêve. Et j'aime bien cette expression, les rêves d'aujourd'hui sont les réalités de demain. Donc je crois que n'hésitez pas à réaliser vos rêves, à oser créer, mais, et je reprends ce que vous venez de dire, n'hésitez pas non plus à vous entourer, n'hésitez pas à vous faire conseiller, à bien travailler avec l'ensemble des réseaux. Et là, je me tourne encore vers les médias parce que nous n'avons pas, et c'est pas pour avoir une sorte de contrôle, mais nous n'avons pas, nous, les chambres, la maîtrise de l'information sur ce qui devient auto-entrepreneur. Nous l'avons pour les entreprises classiques via les CFE, puisque là, on peut donc, et tout nouvel entrepreneur, on lui donne un kit, on lui envoie un courrier, donc on l'informe. Là, nous ne pouvons pas le faire. Ce ne sont que les auto-entrepreneurs qui, par eux-mêmes, peuvent se décider de venir vers nous. Donc les médias ont un rôle très important à jouer pour cela, puisque... Mais nous serons au rendez-vous, chers messieurs. Je rappellerai juste que l'entreprise a été le premier magazine à consacrer une couverture à l'auto-entrepreneur. Il en a consacré une deuxième dès cet automne. Nous avons déjà 2 rendez-vous majeurs prévus l'année prochaine, et on sera notamment au rendez-vous de la communication, des informations sur toutes les mesures d'optimisation, toutes les mesures également d'accompagnement de la montée en puissance. C'est un engagement que notre équipe a déjà clairement inscrit dans le marbre, et donc je peux prendre publiquement aujourd'hui. Juste pour terminer, bien évidemment, ce salon est très sympathique, draine beaucoup de monde, mais ça ne dure que 2 jours par an. Nous, dans les chambres, nous sommes ouverts tout le temps, donc nous sommes à votre disposition toute l'année. Voilà. Jean-Claude Choquet, et ensuite le mot de la fin pour François Hurel. Oui, juste peut-être pour redire un petit peu différemment ce que vient de dire Jean-François, entreprendre, c'est oser. Oser, c'est prendre des risques. Le risque zéro, contrairement peut-être à ce que dit François Hurel, ça n'existe pas tout à fait. Parce que s'il n'est pas financier, il peut être humain. Donc ça, c'est important. Et le conseil que je voudrais donner à tous ceux qui ont envie d'entreprendre, vous méritez d'être accompagnés, vous méritez de réussir votre projet, alors ne restez pas seul. François Hurel, un dernier mot juste peut-être pour rappeler les engagements du ministre, les engagements également de l'UAE, d'accompagner justement cette montée en puissance. 3 mots. Oser, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un très très beau slogan et je trouve qu'il s'adapte bien, il va bien, c'est un joli costume à l'auto-entrepreneur. Deuxièmement, juste un petit mot, je résiste pas parce que le 1er septembre dernier, un très sérieux magazine américain, très très sérieux, pas drôle, qui s'appelle le Time, sortait un article, 2 pages, en expliquant que la France avait fait la réforme des 10 dernières années. La réforme des 10 dernières années. Ils n'interrogeaient personne, ils n'avaient interrogé aucun Français, ils avaient juste seulement dit c'est la réforme des 10 dernières années. Et ils ajoutaient en conclusion, la France peut donner des leçons d'esprit d'entreprise au reste du monde, mais aussi des leçons de simplification administrative. C'est quand même un grand pas. On vient de loin. On vient de très très loin. Je connais un peu la musique. Dernier point, quelques engagements. Oui, ceux d'abord du ministre. Qui est de dire, le régime de l'auto-entrepreneur doit évidemment permettre l'insertion dans le monde économique normal et traditionnel, celui des entrepreneurs installés. Il n'est pas question, avec le régime de l'auto-entrepreneur, de créer un discriminant qui serait à ce point discriminant, justement, que la greffe ne prendrait pas. Non, il faut que les auto-entrepreneurs, et c'est ce que nous voyons là, finalement, la greffe prend, les auto-entrepreneurs s'inscrivent bien dans un schéma entrepreneurial, c'est tant mieux. C'est vrai aussi qu'il y a à votre disposition un certain nombre d'outils, ils sont à votre disposition, utilisez-les, ils sont chambres de commerce, ils sont chambres de métier, ils sont hors des experts comptables, ils sont la PCE, ils sont l'union des auto-entrepreneurs si vous souhaitez nous rejoindre, mais on est tous à votre disposition pour justement vous permettre de franchir le pas de l'auto-entrepreneur et surtout le pas de la croissance. Vous allez grandir, c'est tant mieux. La France est en train de changer profondément sa sociologie et nous aurons demain une société
entrepreneurial, c'est une évidence. Merci en tout cas à vous. Je me tourne une ultime fois vers vous, chers amis auto-entrepreneurs, pour peut-être prendre de l'avance sur les multiples sollicitations dont vous allez être l'objet de la part des candidats auto-entrepreneurs qui sont dans la salle. S'ils viennent vous voir, pour vous faire gagner du temps aussi, s'ils viennent vous voir en disant « Est-ce qu'il faut que j'y aille ?» vous leur dites quoi? Allez-y. C'est unanime? Bon, vous opinez du chef, mais vous voyez que c'est unanime. Merci à toutes et tous. Merci mesdames, merci monsieur, vos témoignages. Merci à nos experts. Merci à toutes et tous de votre attention. Il me reste à vous souhaiter bon vent, un bon vent d'ouest pour vos entreprises.